Et qui peut-il bien être? Le fidèle serviteur se présente comme Jin Mukong, fils du comte de Xuanwu. Voici Shenlang, son frère. Oh, ce sont donc ces deux-là, la honte des familles nobles. L'un est né dans une lignée haut placée tout en étant stupide, rendant Jin Mulan incapable de se marier avec un bon prétendant, qui a dû se contenter de Shenlang, un garçon cupide et mal éduqué. Au sein de son esprit, l'écrivain les remercie. Comme c'est dommage! Il pensait justement à un moyen de faire plaisir à Dame Zhang Xunhua, et maintenant, il peut enfin évacuer l'énervement de Zhang Xiong. C'est exact. Il est le beau garçon mal éduqué. Que ces messieurs jettent un œil à son livre et jugent de son niveau. Certainement. Les employés vont le lire avec la plus grande attention. Publier des livres? Depuis quand le métier d'écrivain s'est abaissé à une telle médiocrité? Shenlang empêche son frère de l'insulter. L'homme en train de lire est fort contrarié. Il ne peut pas se permettre d'offenser Monsieur Zhu Wenhua. Et Shenlang ainsi que Jin Mukong ne sont pas non plus faciles à gérer. Pourquoi ces deux nobles s'embêtent à écrire des livres? Mieux vaut penser à une excuse pour les faire partir. Mais quelque chose le fait sursauter. Attends, cette écriture, ces poèmes, ont-ils vraiment écrit une chose pareille? Une analyse si profonde de la nature humaine et de la société. Cette utilisation talentueuse du langage. Waouh, quel renversement de scénario! Mais les clients principaux du pavillon Rouillouche sont des femmes. Elles aiment les histoires d'amour et de haine au sein des grandes familles. L'écrivain saisit le livre, avant de le consulter d'un air désintéressé. Ce livre est tellement vulgaire et sale. La personne qui a écrit ça devrait juste avoir honte. Monsieur Mo, cet ouvrage est juste insoutenable. En choisissant de publier cette horreur, son livre ne connaîtra aucun acheteur après avoir souillé la réputation de son propre magasin. Zhu Wenhua ne peut juste pas supporter de voir son livre sur la même étagère que ce torchon. Le vendeur pense que les fans du rêve du canard mandarin sont beaucoup trop nombreux. En offensant son auteur, les pertes seront immenses. C'est pourquoi il explique que son œuvre est véritablement unique, comme il pouvait s'y attendre d'un héritier de famille noble. Cependant, il est désolé de dire que son pavillon n'a pas pour objectif de publier de nouveaux livres pour le moment. Mais il peut tenter d'autres librairies, comme la Tour de l'Encre. Est-il complètement aveugle? Mais Shenlang répond que ce n'est pas grave, autant partir. Lors de ce moment, le jeune héritier avait déjà établi un plan complet pour rendre le boudoir secret de Ximen populaire rapidement, en détruisant l'écrivain le plus talentueux, Zhu Wenhua. Non seulement sa stratégie consiste à ruiner toute compétition, mais elle vise également à totalement anéantir ce type en particulier. En vérité, il a même 3 plans parfaitement établis. Et ouais, j'en connais un qui a installé Surfshark VPN, lui permettant de publier des œuvres dans le monde entier. Au lieu de publier en Chine, il n'a qu'à envoyer ses écrits au Brésil. Un VPN est le meilleur moyen de se protéger contre les hackers et les sites malveillants. Et mon taux de clic sur certaines miniatures ne ment pas. Vous avez tendance à cliquer sur des choses louches et peu recommandées. Voilà pourquoi je vous parle de Surfshark VPN, qui est le sponsor de cette vidéo. Sa première utilité est très simple. Lorsque vous vous trouvez dans un lieu public, vous utilisez en général un Wi-Fi non sécurisé et facilement traçable. Un VPN vous permet justement de protéger vos informations personnelles. Votre vraie adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. C'est donc utile n'importe où. Surfshark VPN peut aussi vous servir à accéder à du contenu géobloqué. Par exemple, des séries dont la visibilité est restreinte en fonction des droits d'utilisation des différentes plateformes. C'est mon cas par exemple pour Sword Art Online Alicization, l'un de mes animés préférés, qui est totalement bloqué en France sur Crunchyroll. A savoir que des VPN rendent aussi possible l'achat de jeux à de meilleurs prix, voire même l'achat de ceux complètement bloqués dans votre région. Surfshark permet d'avoir accès à tout le contenu du monde sans limitation. Avec plus de 3200 serveurs dans 100 pays différents, un nombre d'appareils connectés illimité et une assistance client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par la mise en place d'une protection encore plus complète, alors n'hésitez pas à prendre également Surfshark Antivirus. Un logiciel régulièrement mis à jour pour contrer les menaces les plus récentes, avec une prise en charge de jusqu'à 5 appareils. De cette façon, vous pouvez même en faire profiter vos proches. Alors, si la sécurité est importante pour vous, il est temps d'installer ce VPN, qui possède même une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Alors, qu'attendez-vous? Protégez votre vie privée dès maintenant avec Surfshark. Entrez le code promo ANISIC pour obtenir 4 mois supplémentaires sur votre abonnement. Merci infiniment à Surfshark VPN pour leur aide précieuse. Notre collaboration me permettra d'améliorer ma qualité de production.
Une fois le soir tombé, dans les rues de la cité, Jin Mukong est totalement lessivé. Il s'est rendu à tous les autres magasins. Ce n'est pas juste la Tour de l'Encre. Tous les autres ont donné la même réponse. Ils ont tous refusé de publier le livre. Shenlong lui avait bien dit. Zhu Wenhua souhaite impressionner Zhang Xunhua à tout prix et fera tout pour les empêcher d'être une compétition. Ah, nous y sommes. En face des deux héritiers, un homme en train de lire remarque leur présence. Voici Deng Xian, propriétaire de la librairie. Et celui-ci demande s'ils viennent ici pour publier un livre. Où se trouve la scène érotique? Tiens, serait-ce cette page? Wow! Quel livre magnifique! C'est tout bonnement incroyable! Il y a même des illustrations! Elles sont si réalistes! Du coup, souhaite-t-il publier le livre? Évidemment! Pourtant, il l'a seulement survolé. Comment peut-il déjà le considérer comme un chef-d'œuvre? L'homme répond en avoir lu d'innombrables durant sa vie. Son cœur est aussi calme que celui des morts. Mais le peu de passages qu'il vient de lire ont suffi à lui donner une dose d'adrénaline comme il n'en a jamais eu. C'est certainement l'un des meilleurs livres possibles. N'est-il pas effrayé d'être banni par Zhu Wenhua? Mais le vendeur répond vendre des peintures érotiques à plein temps. Pourquoi devrait-il être effrayé? Jin Mukong n'y comprend rien. Alors il ne vendait même pas de livres? Shenlong précise de ne pas surestimer les librairies. Lorsqu'il s'agit de distribuer des produits, Monsieur Deng est le meilleur. Deng Xian, le plus grand vendeur de peintures provocantes de la ville de Lanshan. Même les magasins de cercueils distribuent ses produits. Ses biens se sont déjà étendus à 4 ou 5 préfectures et plus de 20 cités. L'homme pense qu'un ouvrage aussi génial se vendra sans aucun doute. Peut-être même qu'il dépassera les 3000 copies. L'auteur a seulement une requête, qu'il le publie en même temps que le second volume du rêve du canard mandarin pour détruire Zhu Wenhua. Eh bien, ça risque d'être difficile. Le premier volume s'est déjà vendu à 4600 exemplaires. C'est le second livre le plus populaire de la ville de Lanshan. La chaîne de distribution de la cité couvre entre 30 et 40 villes voisines, ce qui équivaut à un marché de plusieurs millions de personnes. Zhu Wenhua est suivi par un grand nombre de femmes qui l'idolâtrent. De nombreuses dames riches ont acheté plus de 100 exemplaires en même temps pour en faire cadeau à leur entourage. C'est de cette façon qu'il a pu atteindre un tel nombre de ventes. Les peintures possédées par Deng Xian ont seulement atteint 2700 copies vendues au maximum, alors qu'elles sont très vulgaires et explicites. De plus, le niveau de son livre est trop élevé en termes de profondeur et d'écriture pour son public. Il se peut que les clients habituels ne parviennent pas à s'adapter à son style. La raison pour laquelle il a dit 3000 est car les moments charnels sont si bien transcrits, et ses illustrations rendent la chose encore plus captivante. En tout cas, dépasser le second volume de Zhu Wenhua ne sera certainement pas aisé. Shenlong demande s'il aurait une estimation des ventes du nouveau rêve du canard mandarin. 5000, voire 6000. Vraiment? Shenlong a pour objectif d'aller bien plus loin. La manière principale de vendre est d'attirer l'attention en premier lieu, non? Il est certain que son livre dépassera tous les records. C'est pourquoi le garçon demande seulement d'imprimer. Et si cela ne se vend pas à 3000 copies, il en paiera la différence. Mais si l'ouvrage dépasse l'objectif, le vendeur est prêt à lui donner 20% du montant de chaque vente. Shenlong souhaite par ailleurs ajouter quelques illustrations au livre. Il ne souhaitait pas seulement mettre des images, mais aussi des textes supplémentaires. Il s'agit du nouveau personnage nommé Zhu Wenhua, un aristocrate déchu. Un enfant illégitime devenu l'amoureux de Monsieur Ximen afin de vivre dans la richesse et la prospérité. Durant l'histoire, Monsieur Ximen a entretenu des relations avec lui à plusieurs reprises dans sa chambre et sur le toit. Zhu Wenhua s'est aussi rapproché intimement de Ximen Qiaqia, ce que Shenlong a même illustré. Waouh! Ce livre est tellement intéressant! Jin Mukong imagine que Monsieur Deng aime aussi les relations entre hommes. Son frère est vraiment sans vergogne. Si ce livre se fait connaître, il est clair que la réputation de Zhu Wenhua sera juste ruinée. N'y a-t-il pas de problème avec ça? Ce livre ne lui attirera pas d'ennui? Non, que pourrait-il bien arriver de toute façon? Eh ben, il semblerait que Deng Xian est fort protégé. Il ne prend même pas Zhu Wenhua sérieusement. Le jeune auteur annonce partir. Il promet que lorsque le livre sera mis en vente, il aspirera l'âme de tous ses lecteurs. Après être rentré chez lui, Shenlong est immédiatement redevenu peintre et s'est mis à dessiner. Cette fois, il travaille sur un poster, très aguicheur en termes d'action, de silhouette et d'habillage. Dans ce monde ne comportant pas de photographie, l'impact des peintures réalistes sera immense. Il a dessiné Ximen King, Zhu Wenhua et Ximen Qiaqia une par une.
une. Jin Mukong n'arrive pas à y croire. 4 jours plus tard, le voilà complètement drainé de son essence de vie. Pfiou, enfin, son frère pense qu'il vaut mieux arrêter. Son corps ne parvient plus à le supporter. En tout cas, être un artiste n'est certainement pas facile. C'est tout de suite moins amusant quand cela concerne les relations entre hommes. Mais le dessinateur répond de la fermer. C'est une étape essentielle pour plaire au plus grand nombre de gens. Jin Mulan vient de rentrer dans la pièce. Celle-ci demande à Shenlong ce qu'il fabrique avec Jin Mukong, mais au milieu de leur dispute, son regard se porte vers le dessin au sommet de la pile. Alors comme ça, son mari préférait les hommes depuis le début. Mais le garçon compte tout expliquer à sa femme. Ce n'est pas ce qu'elle pense. Shenlong a travaillé dur pour préparer ses posters promotionnels, pendant que Deng Xian a utilisé tous ses employés et ressources pour terminer l'impression de ses pages avant la date limite. Nous voici rendus 15 jours plus tard. Le boudoir secret de Shenlong et Jin Mukong, ainsi que le deuxième rêve du canard mandarin de Zhu Wenhua seront publiés le même jour. Monsieur Zhu est vraiment un génie. Ce livre est si bien pensé. Et ce poème au début sait comment retranscrire les douceurs de la vie. Cet homme est sans aucun doute le plus grand talent de la ville de Lanshan. Mais même si c'est le jour de publication, pourquoi n'est-il pas ici? Les femmes espéraient pouvoir le rencontrer. Monsieur Zhu ne cherche pas l'attention et a de grandes ambitions. Il se concentre seulement sur le fait d'écrire les meilleurs ouvrages et se fiche des ventes qu'il pourrait faire. Au sein de son esprit, l'écrivain pense que des femmes aussi moches ne devraient pas l'acclamer autant. Leur seule utilité est de promouvoir son nom et le faire briller. Seule une femme comme Zhang Xunhua, qui est talentueuse, belle et provient d'une lignée distinguée, deviendra son épouse. Une des lectrices dit de regarder par là. Un poster est déplié, et celui-ci a pour illustration une œuvre qui marquera certainement les esprits. Tous les gens autour n'arrivent pas à croire que de si belles images puissent exister. Pourquoi ne pas aller voir qui en est l'auteur? Des peintures érotiques? Alors tant de gens s'intéressent à ce style? À quel moment ce genre d'œuvre pourrait être placé à côté du rêve du canard mandarin? Voici le nouveau grand chef-d'œuvre, le boudoir secret de Ximen. C'est une histoire écrite par un véritable noble. Le récit est adapté à partir d'événements réels. Ils peuvent librement jeter un œil et ne sont pas obligés d'acheter si cela ne leur plaît pas au premier regard. Le vendeur demande à ce type de ne pas lécher les images, sinon il devra l'acheter. Le livre complet coûte 60 pièces de cuivre. C'est 20% plus cher que le rêve du canard mandarin. Après la parution du boudoir secret, les 30 stands de livres de la ville de Lanshan ont connu un engouement sans précédent. Le nouveau livre de Shenlong est si populaire qu'il a complètement volé la vedette de Zhu Wenhua. L'écriture excellente, combinée aux histoires pleines de rebondissements, au contenu érotique et aux illustrations vivides ont attiré l'attention de tout le monde. Une voix annonce à Shenlong que son livre est devenu tellement populaire. Ils ont vendu 3000 copies dès le premier jour. 3000! En comparaison, le rêve du canard mandarin n'en a eu que 500 durant ce délai. L'éditeur n'avait jamais vu d'ouvrage si populaire. C'est juste incroyable! Dans ce cas, Jin Mukong demande s'il a une idée du total des ventes que le livre pourrait faire sur le long terme. Eh bien, ça, seul Dieu le sait. Pendant ce temps, Zhu Wenhua est en train d'apprécier la flatterie de ses amis au sein de son manoir. Ceux-ci espèrent que son livre se vendra bien et que Dame Zhang Xunhua se rendra compte de son talent. Mais l'ambiance n'était plus la même lors de l'arrivée de Zhang Shangnian, le propriétaire du pavillon rouge. Ah, le voilà. Quel est le volume de ses ventes d'aujourd'hui? Selon sa requête, l'homme a fait en sorte de limiter les ventes. Son livre a fait forte impression aujourd'hui, avec 260 copies vendues en seulement 2 heures, et un total de 530 exemplaires distribués au sein de la ville dans la journée. Cependant... Quoi? Le boudoir secret de Ximen s'est vendu à plus de 3000 copies aujourd'hui. Attends, parle-t-il du livre de ce loser de Shenlong? C'est impossible! La ville ne comporte même pas tant de gens lettrés! Mais son collègue assure que c'est la vérité. Il peut jeter un œil à l'ouvrage s'il le souhaite. Le concurrent n'a pas envie de regarder ce torchon. Bon, très bien. 1 minute plus tard, l'homme n'arrive pas à croire à quel point ce livre est obscène. 1 heure plus tard, il ne s'attendait vraiment pas à ça. 2 heures plus tard, que va-t-il se passer ensuite? Est-ce que Ximen Qiaqia va vraiment? L'homme se rend compte du regard confus que lui portent ses amis. Ce livre ne représente rien d'autre que de la vulgarité. Il ne contribue qu'à attirer le lecteur affamé de mots et d'illustrations sales. Cette œuvre est juste inacceptable. La personne qui l'a écrite doit vraiment être moralement corrompue.
corrompu. Ce livre ne contribue qu'à ruiner la morale publique et piétine les valeurs du peuple. Quel auteur détestable. Une certaine image vient d'attirer leur attention. Ce type sur la photo leur paraît familier. Et c'est quoi ces points noirs? Du caca? Quelle horreur! On dirait... Tous les regards se portent vers la personne représentée. Zhu Wenhua n'arrive pas à y croire! L'homme sur la photo... Il est en train de... La légende de la photo contient un dialogue, demandant à son partenaire si son manque d'hygiène ne le repousse pas. Bordel! Ce satané Shenlong! Comment ose-t-il? Toutes les pages se voient aussitôt déchirées. Cet enfoiré compte le ruiner! Il compte réduire tous ses efforts à néant! Pour oser s'en prendre à sa personne, à sa réputation, à son futur, l'homme ne compte certainement pas oublier cet affront! Une fois s'être calmé, il demande l'aide de ses amis, qu'ils emmènent autant de gens que possible ici, afin de demander justice au manoir du Seigneur Li. En tant qu'apprentis, ils ont pour obligation d'éliminer les choses obscènes et restaurer un bon environnement d'apprentissage pour la communauté intellectuelle de la ville. Ses amis sont partants! Le vendeur a compris la situation. Zhu Wenhua tente maintenant de faire un scandale et va forcer le Seigneur Li à bannir le livre de Shenlong. Pendant ce temps, dans le manoir de Li Fang, le Seigneur pense que ce livre est vraiment qualitatif. Il semble paraître vulgaire à première vue, mais dès lors qu'on s'y plonge, il révèle les principes qui régissent le monde. Les histoires excitantes qu'il comporte en font un chef-d'œuvre. Le rêve du canard mandarin de Zhu Wenhua était impressionnant lors de sa parution, mais maintenant, il semble trop enfantin, sentimental et prétentieux. Le lire ne vaut juste pas le coup. Cette image est aussi exquise. Ximen Qiaqia est vraiment jolie. Une personne toque à sa porte, ce qui le dérange en plein milieu de son moment. Un serviteur annonce que quelque chose de terrible est arrivé. Une centaine d'apprentis viennent d'attaquer le manoir. Comment? Le principal problème des dirigeants est que les jeunes travailleurs font du raffut. Il est impossible de trop les gronder, mais s'ils ne sont pas apaisés, les performances politiques de la personne qui les dirige s'en verront affectées. C'est pourquoi Li Fang demande ce qui a bien pu se passer et qui a bien pu les guider jusqu'ici. Il s'agit de Zhu Wenhua. L'homme demande alors gêné de le faire rentrer. L'écrivain offre ses salutations au Seigneur Li avant de demander à celui-ci de bannir ce livre et arrêter ceux qui l'ont écrit, qu'il en brûle tous les exemplaires et confisque l'atelier d'imprimerie. Cette œuvre est vulgaire et obscène. Elle remet en question les théories des saints, agresse l'esprit des citoyens et endommage les valeurs sociales. Oh, le Seigneur pense pourtant que ce n'est qu'un livre ordinaire. Dans quelle mesure critique-t-il les théories des saints? Est-il écrit à l'encontre d'opinions politiques? Visiblement, l'auteur concurrent ne sait pas quoi répondre. Si rien de tout ça ne se trouve dans le livre, pourquoi le bannir? Non seulement celui-ci est vulgaire, mais il contribue aussi à ruiner sa réputation. N'est-ce pas à l'encontre de la loi? L'homme nommé Zhu Wenhua dans ce livre. Quoi? Zhu Wenhua? Plein de gens partagent le même nom dans ce monde, et ce n'est même pas le sien. Est-ce que le Seigneur Li se serait rangé du côté de Shenlong? L'homme répond de ne pas faire preuve de jalousie et avoir une ouverture d'esprit quant au talent de ses compères. Le fait que ce livre comporte une écriture meilleure que la sienne n'est pas un argument valable pour le faire bannir. Après avoir lu le boudoir secret de Ximen, l'homme en a conclu qu'il est bien plus sophistiqué que son rêve du canard mandarin. C'est pourquoi il suggère de se calmer et de le consulter avec attention. C'est vraiment un livre extraordinaire. Mais où part-il? L'écrivain explique avoir bien compris ce qu'il veut dire. C'est pourquoi il réclamera justice par ses propres moyens. La porte se voit claquer à son départ. Le serviteur pense que Zhu Wenhua va causer des problèmes. Pourquoi ne pas l'avoir arrêté? Eh bien, puisque Shenlong a écrit un si bel ouvrage, il doit être talentueux. C'est pourquoi le gouverneur compte bien tester l'étendue de ses capacités face à une situation délicate. Zhu Wenhua a dépensé 30 pièces d'or et a demandé à ses hommes de main de recruter 200 apprentis. Sur leur chemin vers la librairie de Deng Xian, des résidents curieux ont rejoint la foule. Plus de 1000 personnes se sont présentées devant le bâtiment. L'un d'entre eux appelle Deng Xian. Comment ose-t-il publier des livres aussi vulgaires comme le boudoir secret de Ximen? Ce livre nuit à l'esprit des jeunes étudiants. Le vendeur pense que ce ne sont que des foutaises. Au moins un tiers des exemplaires ont été achetés par les élèves venus manifester. Comme d'habitude, ces gens sont les plus problématiques.
pratique. Le meneur donne une dernière chance à Deng Xian, qu'il donne toutes les copies du boudoir secret pour les brûler devant tout le monde. L'homme qui ouvre la porte demande à ces jeunes ce qui les embête. Il promet de ne pas avoir ce livre dans son atelier en ce moment. Foutaise! Comment un vendeur de livres pourrait ne pas avoir son propre article chez lui? Ce n'est que mensonge! Que tout le monde s'introduise chez lui pour tout détruire et brûler le livre de Shenlong! C'est pourquoi les élèves entrent de force malgré les inquiétudes du vendeur. Celui-ci hurle de l'écouter! Ils vont s'attirer de terribles ennuis! Qu'est-ce que ce pitre raconte? C'est la ville de Lanshan, pas celle de Xuanwu. Shenlong mérite tout ce qui lui arrive. Un homme hurle les avoir trouvés. Les livres sont ici. Parfait. Tous les boudoirs secrets de Ximen sont dans le sac. Ils vont les mettre dehors. Le meneur annonce qu'ils ont tous fait du bon travail. Zhuen Hua pense que ce Wang Ximing a vraiment fait du bon boulot. Il a promis de lui donner 2 pièces d'argent pour chaque centaine de livres brûlés. Son ami va s'en mettre plein les poches. Le jeune étudiant n'arrive pas à croire que le pavillon cachait tant d'exemplaires de cet ouvrage vulgaire. Il y en a plus de 2000. Pourtant, le propriétaire des lieux a nié jusqu'au bout. Tout le monde veut seulement les voir brûler jusqu'au dernier. Wang Ximing annonce qu'il s'apprête à exaucer leurs souhaits afin de ramener la prospérité au sein du monde littéraire de la ville de Lanshan. L'étudiant s'exécute directement. Sous les acclamations de ses camarades, la pile se voit brûler à l'aide d'une torche. Shenlong, peu importe à quel point il est doué pour écrire et à quel point ses livres se vendent, ils seront tous réduits en cendres. C'est parfait! Il a réduit à néant tous ses accomplissements juste avec ce petit stratagème. Zhuen Hua pense qu'il est véritablement magnifique. Le vendeur hurle de ne pas les brûler. Il faut arrêter le feu à tout prix. Mais les élèves les frappent immédiatement pour les repousser. Comment osent-ils les empêcher de brûler cette immondice? Sa réputation s'en verra ternie à jamais. Mais l'homme n'a pas dit son dernier mot. Qui a bien pu leur faire croire qu'il s'agissait d'un livre vulgaire? Ce sont les nouveaux décrets administrés par Sa Majesté. Pour avoir osé faire une chose pareille, ils viennent de commettre un crime irréparable. Ces paroles surprennent les fauteurs de troubles. Quel vendeur malhonnête! Et dire qu'il continue de mentir et les a même menacés. Ils demandent vraiment à être frappés. Mais l'homme répond de regarder par eux-mêmes s'ils ne le croient pas. Zhuen Hua remarque quelque chose. Il y avait vraiment le décret! Ses camarades en tombent tant cette nouvelle les bouleverse. Comment un simple vendeur pourrait avoir imprimé ça? Les nouveaux décrets contiennent des dizaines de milliers de mots. Ils sont donc difficiles à produire et vendre, alors ceux-ci se voient distribués de force aux grandes enseignes. Les marchands ordinaires ne possèdent généralement pas ce genre de livres. Qu'ils ouvrent les yeux! Leur acte est impardonnable! À cause d'un simple livre qui les a offensés, ils sont allés jusqu'à s'en prendre aux familles royales! Le vendeur hurle que c'est une rébellion! Il faut appeler les gardes! Un léger silence s'installe au milieu de cette étrange tournure des événements. Pourtant, la couverture qu'ils ont repérée était bien celle du boudoir secret. Ne s'agissait-il pas exclusivement des stocks encore disponibles? Mais maintenant, il est clair que ces piles de livres contenaient plein de décrets! Les élèves n'arrivent pas à y croire! Shenlong signale qu'il est trop tard. Les décrets sont brûlés. Avait-il pour intention de se rebeller? Le jeune héritier se doit de complimenter leur courage. Zhuen Hua hurle en voyant Shenlong! Celui-ci trouve que ces jeunes n'ont pas froid aux yeux. Ils verront leur honneur retiré, recevront 30 coups de fouet et seront bannis de l'île de Nantian. Retirer les honneurs est déjà une punition sévère pour tout apprenti. Les 30 coups pourraient les rendre handicapés, et pour ce qui est d'être banni de l'île, cela est synonyme de mort. Cet endroit est isolé du monde extérieur, rempli de miasmes et de bêtes sauvages. Quelques objets sont invisibles, mais dès lors qu'ils sont exposés au feu, leur présence se voit révélée. Voici une technologie inaccessible pour ce monde arriéré. Wang Ximing se retourne énervé et hurle à Shenlong qu'il va le tuer. Mais un bâton l'en empêche. Cela n'était nul autre que Jin Zong, qui ne s'est pas gêné de lui donner une bonne correction. Le bannissement est une punition d'ordre officiel, mais Shenlong compte les sermonner autrement. Après tout, personne n'a pu vivre paisiblement après l'avoir provoqué. Notre protagoniste imagine qu'ils ont tous vu, n'est-ce pas? Cet homme l'a frappé en premier. Ce n'était que de la self-défense.
Zhu Wenhua pense que ce Shenlong ne perd rien pour attendre. Il a gagné ce round. C'est pourquoi il ordonne à ses acolytes de partir. Shenlong demande si quelqu'un souhaite se racheter en agissant pour le bien. Il pourrait bien alléger leur sentence du moment qu'ils lui disent la vérité. Shenlong serait prêt à les aider. Alors, qui a ordonné de brûler les décrets? Tous les regards se tournent automatiquement vers une seule personne. L'écrivain ne parvient pas à y croire. Une voix annonce l'arrivée du seigneur Li. En réalité, le gouverneur avait déjà amené ses forces au magasin. Si Shenlong était incapable de gérer Zhu Wenhua, il serait venu pour le sortir de cette situation. Mais il ne s'attendait certainement pas à ça. L'homme demande pourquoi cet endroit est si bruyant. Le noble explique au seigneur que Zhu Wenhua a incité les foules à résister au nouveau décret de l'empereur et a même fait en sorte de le brûler. Il a récemment perdu son fief et son pouvoir militaire. Alors il n'a pas pu contenir la rancune au sein de son cœur. Mais le fautif fut la Shenlong de ne pas le diffamer. Le garçon demande à ses bras droits de cracher le morceau pour éviter davantage de complications. L'un d'entre eux s'apprête d'avouer. C'était Zhu Wenhua. Il les a payés pour brûler les livres, mais il ne savait pas que le nouveau décret s'y trouvait. C'est vrai, il était toujours énervé avec les nouvelles lois. Attends, même ses amis le trahissent? Ils n'ont vraiment aucune honte! Shenlong s'adresse au seigneur et explique avoir obtenu des témoins et même des preuves. Pourquoi ne pas établir un verdict? Le gouverneur espérait seulement ne pas être déçu par lui, mais ce type est bien plus féroce que prévu. Il souhaite clairement ruiner la vie de Zhu Wenhua. L'homme explique à Monsieur Shen qu'il admire son travail depuis longtemps. Son livre du boudoir secret de Ximen est vraiment incroyable. En tant qu'auteur de cette œuvre, il est juste extraordinaire. Pourrait-il avoir une discussion privée? Shenlong accepte volontiers. Dans son manoir, le chef sait bien que cet écrivain de prodige souhaite la mort de Zhu Wenhua et qu'il aimerait faire payer les affronts de la famille Zhu. Mais le problème est que Sa Majesté les a récemment encouragés pour avoir offert leur fief et leur pouvoir militaire. Si la nouvelle de l'opposition de Zhu Wenhua arrive jusqu'à Sa Majesté maintenant, cela fera honte au souverain. Lui faire part de ce problème contribuera seulement à l'énerver et la situation sera compliquée à gérer. De plus, pense-t-il que Sa Majesté va vraiment condamner le vicomte de Lanshan? Cet homme est le premier noble à répondre au nouveau décret. Si sa famille meurt aux mains du roi, alors comment les autres nobles pourraient conserver leur place? Ils vont sûrement résister jusqu'au bout en refusant d'abandonner leurs biens. Shenlong devrait comprendre ce que cela implique. C'est pourquoi il explique qu'ils ne peuvent pas garder comme unique coupable Zhu Wenhua. Le seigneur ne possède juste pas les moyens pour maîtriser la tournure des événements. Sa future carrière pourrait même en être affectée. C'est pourquoi il demande poliment à Shenlong de ne pas aller plus loin. Li Fang ne peut juste pas faire ça. Mais sa manche est saisie. Le jeune héritier le rassure. Il comprend très bien la situation. Il n'aura même pas à s'impliquer et peut se contenter d'observer. Que veut-il dire par là? Shenlong répond juste qu'il doit partir. Waouh! Ce type est tellement cool! Le voilà revenu à la grande place. Ce Shenlong a beau être rusé, il reste en moins que rien et ne connaît pas les règles des hauts placés. Tenter de l'accuser pour opposition envers le décret est peine perdue. Ni le seigneur, ni les autres nobles lui viendront en aide. Il est clair que ce pitre ne pourra rien faire. Mais le garçon explique être fatigué, qu'il ramène un fauteuil inclinable. Shenlong souhaite parler de leur rancœur une fois que son père soit arrivé. Alors cet idiot pense que son père viendra en personne? Mais des gardes annoncent l'arrivée du vicomte Lanshan. Zhu Wenhua demande ce que son père vient faire ici? Voici Zhu Lanting, le vicomte Lanshan. Le seigneur offre ses salutations, et il en est de même pour le père. L'homme s'adresse directement à Shenlong, en s'excusant de ne pas avoir pu se présenter à son mariage. Leurs familles sont voisines depuis des siècles. Il aurait vraiment dû venir. Le garçon ne pense pas que le vicomte et lui sont si familiers, ce qui provoque un gros blanc. Ce type fait vraiment tout pour les offenser! Le fils imagine que cet idiot sait à qui il s'adresse? Qu'il se lève et cesse d'embarrasser la famille Jin! Shenlong ne compte pas tourner autour du pot. Il a juste deux conditions. Premièrement, son fils l'a offensé. En tant que père, il doit le fouetter 2 fois en face de tout le monde, et ce jusqu'à ce qu'il enseigne. Deuxièmement, le rêve du canard mandarin est tellement ridicule et enfantin. Alors qu'il rassemble tous les exemplaires non vendus pour les brûler ensemble. N'appréciait-il pas brûler des livres de toute façon? Il pourra le faire jusqu'à être satisfait. Zhu Wenhua
Hua se retient de le tuer ici même. Mais le père l'en empêche, ce qui le force à contenir sa colère. Le vicomte demande pourquoi. Il a perdu son fief et son pouvoir militaire. Alors ses enfants ne peuvent qu'évoluer sur le champ politique, n'est-ce pas? Il souhaite voir son plus vieux fils devenir un officier militaire et que son second fils, Zhu Wenhua, devienne un officier civil à travers l'examen impérial, n'est-ce pas? Il aimerait aussi que son fils aîné se marie avec la fille du général Zhang, pendant que son second fils épouse la fille de Zhang Chong. Mais a-t-il considéré le fait que la réputation est primordiale dans le monde politique? Pour ce qui est de son propre cas, Shen Lang est le meilleur écrivain de cette génération. Si jamais il venait à accidentellement écrire quelque chose à propos de leur famille dans ses livres, le père poursuit ses propos. Il a lu son livre. Il est clair que le contenu visait à discréditer son fils. Mais tous les points soulevés sont faux et ne proviennent que d'une histoire fictive. Il lui est impossible de saboter le mariage entre Zhu Wenhua et la famille de Zhang Chong. C'est peut-être le cas pour ce futur couple. Mais qu'en est-il du général Zhang? Il semble être très focalisé sur la réputation, en écrivant à propos de son plus vieux fils en tant qu'acteur principal de son prochain livre. Ou si jamais il décrit le père de manière embarrassante, sa famille deviendra populaire au sein de l'état de Yue, mais pour les mauvaises raisons. Peut-être que Zhang Chong n'acceptera pas son fils, sans même parler de Zheng Tuo pour l'aîné. Les rumeurs à propos de sa lignée se diffuseront de plus en plus. Le père peut déjà imaginer les lecteurs en train de critiquer la famille Zhu pour avoir fait une chose pareille dans le scénario, et dire que les fils comptaient se marier bientôt. Ils ne méritent pas un tel honneur. Le seigneur de la ville vient de comprendre, et dire qu'il avait déjà sous-estimé Shen Lang. Ce type est véritablement sans scrupules. Ou peut-être qu'il se fiche totalement de la réputation et qu'il l'autorise à écrire n'importe quoi. Dans ce cas, il se fera un plaisir de se plaindre des actes de son fils. Zhu Wenhua a brûlé le nouveau décret. Si les officiers locaux ne peuvent rien faire, alors Shen Lang se chargera de faire parvenir l'information jusqu'au gouverneur, voire même à l'empereur. Quelle sera la réaction de sa majesté? Il devra bien punir Zhu Wenhua d'une manière ou d'une autre, non? Peut-être que ce pauvre héritier n'aura même pas l'opportunité de participer aux examens impériaux. Son ennemi n'arrive pas à comprendre comment tant de cruauté puisse être concentrée dans l'esprit d'une seule personne. Alors ils sont enfin apeurés au sein de son esprit. Shen Lang pense que leurs lignées sont ennemies depuis que ces traîtres ont agi à l'encontre de l'ancien camp aristocrate. C'est pourquoi il leur souhaite au revoir. Le jeune héritier doit retourner écrire ses romans. Il écrira des histoires autour du vicomte de Lanshan, tout en rédigeant une lettre de plainte. Ces idiots n'ont qu'à attendre patiemment leur punition. Mais Zhu Lanting demande d'attendre. Y a-t-il? Il accepte sa requête. Dans ce cas, qu'il agisse en conséquence. Zhu Wenhua demande à son père ce qu'il fabrique, mais sa main est levée, et de multiples claques s'enchaînent. Leur son répété retentit dans toute la cour. Waouh! Quel père strict et responsable! Shen Lang avait seulement demandé 2 claques, mais c'est un véritable enchaînement. Le son est si plaisant pour ses oreilles. Le second fils tremble tellement ses joues sont gonflées. L'homme demande à Shen Lang s'il est maintenant satisfait, qu'il poursuive la punition. Il doit rassembler tous les seconds volumes du rêve du canard mandarin avant que Zhu Wenhua les brûle en personne. Le père demande aux gardes de partir chercher les livres, tandis que son fils le supplie. Les cartons viennent d'être rassemblés. Le gérant du pavillon Guyouge explique au vicomte avoir imprimé environ 6000 volumes au total. Ils en ont vendu à peu près 500 aujourd'hui. Plus de 5000 se trouvent ici même. Shen Lang s'adresse à Zhu Wenhua. Son mariage avec Dame Zhang Xunhua est plus ou moins garanti. Il n'a plus besoin d'écrire ses livres pitoyables, alors qu'il les brûle une fois pour toutes. Mais le jeune n'arrive pas à s'y résoudre. Dans ce cas, Shen Lang va s'en charger. Que Deng Xian s'occupe de verser de l'huile sur les piles pour rendre le feu mémorable. Entendu, le marchand n'avait jamais participé à une activité si satisfaisante. Ce groupe de jeunes n'a cessé d'importuner les marchands honnêtes. C'est l'occasion parfaite pour leur inculquer la discipline. Les torches se rapprochent des stocks, et en peu de temps, les flammes se propagent et forment un immense brasier devant les yeux des citoyens. Ceux-ci ne peuvent que contempler cette véritable démonstration de force, tandis que Zhu Wenhua se morfond sur son propre sort. Et dire que le pavillon Guyouge avait tant dépensé dans leur production! Il le regrette
regrette tellement. Pourquoi a-t-il écouté Zhu Wenhua? Il aurait pu s'en mettre plein les poches en publiant le boudoir secret de Ximen. Son magasin serait devenu si populaire. Non, Zhu Wenhua n'y croit toujours pas. Pourquoi les choses ont dû finir ainsi? Le gérant du pavillon Gouyouge a connu d'immenses pertes financières, mais ce qu'a perdu Zhu Wenhua était d'innombrables lecteurs, ainsi que sa position de jeune prodige de la cité, sans même parler de sa dignité. À l'avenir, les gens se souviendront seulement de lui comme le pauvre type humilié par Shenlong. Le jeune écrivain hurle qu'il se vengera! Shenlong est impatient de voir ça. Bien, il est maintenant temps de rentrer. Le père conseille à Monsieur Shen d'être prudent à l'avenir et de rentrer chez lui sans se mettre en danger. Ont-ils entendu? Si quelque chose lui arrive pendant le trajet du retour, c'était sûrement orchestré par Zulanting. L'homme ne s'y attendait pas. Il voulait juste faire comprendre que le futur de la famille Jin ne serait pas bon. Mais il n'a jamais considéré le fait de le tuer. Ce gosse est tellement sournois. Après ça, Shenlong est parti de la ville de Lanshan. Jin Mulan a emmené la cavalerie pour le rejoindre sur le trajet, alors le voyage s'en est vu extrêmement sécurisé. De plus, Zulanting a envoyé plus de 10 personnes pour le protéger jusqu'à la ville de Xuanwu. Ce père est finalement une bonne personne. Le jour suivant, le boudoir secret de Ximen est devenu encore plus populaire. L'incident de la nuit dernière n'a contribué qu'à accroître sa popularité, ce qui a provoqué une rupture de stock. Peu importe si les gens soutenaient Shenlong ou Zhu Wenhua, ils achetaient quand même le livre pour le critiquer. 2 jours plus tard, Deng Xian a emmené une douzaine d'hommes et a transporté plus de 3000 exemplaires du boudoir secret de Ximen jusqu'à la ville de Xuanwu. Le chef-d'œuvre des temps actuels a donc enfin été mis en vente dans la ville où réside Shenlong. Avant que l'ouvrage soit placé sur les stands, Shenlong a payé beaucoup de gens pour en faire la promotion. Des rumeurs à propos d'un livre contenant des effets curatifs spéciaux ont commencé à circuler autour de la cité, ce qui a résulté en une rupture de stock des 3000 livres en seulement 4 heures. Nous voilà maintenant dans le manoir de la famille Xu. Le chef de famille demande si Jin Mulan et Shenlong viendront au banquet de leur mariage. Xu Qianqian, l'ex-femme de Shenlong, répond que leur venue n'est pas importante. L'envoyé du manoir du gouverneur, Monsieur Ning du département du tissage, et même le jeune maître de la cour Jin Hai seront présents. Shenlong n'est personne, ils n'ont qu'à l'ignorer. Est-ce que le comte de Jin Hai rejoindra aussi le nouveau gouvernement? Non, mais cela ne les empêchera pas de s'allier avec eux pour éradiquer la famille Jin. La bataille pour l'île de Jinshan détruira totalement la fondation de leur lignée. Si Monsieur Zhang Chong anéantit 2 seigneurs féodaux en une bataille, il sera promu sans aucun doute. Il deviendra soit un représentant officiel du manoir du gouverneur, ou alors il sera transféré pour exercer ses fonctions à la capitale. La fille imagine qu'il peut aussi directement gouverner à Yangzhou. Ce serait une grande progression. L'état de Yue contient 3 provinces, avec une préfecture particulièrement autonome, Yangzhou. Cet état indépendant possède un territoire moins étendu qu'une simple province, mais reste unique. Le gouvernement qui le contrôle est donc beaucoup plus influent que celui d'une contrée quelconque, et les plus hauts officiers qui y résident sont directement désignés par le gouverneur. La famille Jin est en train de sombrer. Peu importe les petits tours de passe-passe que pourrait faire Shenlong, ils ne peuvent plus rien faire pour changer la situation. Tianheng est mort si injustement. Ce guerrier défunt a fait l'erreur de considérer Shenlong comme un adversaire et est tombé dans son piège. Il s'est donc fait tuer par ce gosse. Afin de gérer les fauteurs de troubles dans son genre, il ne vaut mieux pas le cibler intentionnellement. Si sa famille est en déclin, il mourra facilement. Un serviteur interrompt leur conversation, en annonçant que quelque chose est arrivé. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-il essoufflé? Qu'il garde son calme. L'homme explique que cet enfoiré de Shenlong a écrit un livre nommé Le Boudoir Secret de Ximen. Celui-ci s'est vendu à plus de 3000 exemplaires dans la cité de Xuanwu en seulement quelques heures. Et alors? Cela ne va pas changer grand-chose à la déchéance financière de la famille Xu. Plus cet incapable vend, et plus la réputation du manoir en pâtira. Mais le conseiller pense qu'il devrait regarder cette œuvre plus en détail. Le père de famille ne s'attendait pas à ce que ce jeune soit si bon en dessin rien qu'à la couverture. Il n'est pas surprenant qu'il soit si bien vendu. Ce livre est plutôt impressionnant. Mais attends, pourquoi la femme de l'illustration semble si familière? Mais c'est... La fille demande à son père comment est son livre, mais elle remarque directement le problème. Cet enfoiré de Shenlong, il est tellement vicieux. Tente-t-il de ruiner la réputation de la famille Xu tout entière en la ciblant? Elle a dépensé tellement d'argent et de temps pour obtenir le titre de talent de la préfecture de Nujiang. Tout ça pour qu'il
pour qu'il la décrive comme... Des voix provenant de la rue demandent si c'est bien la maison de Ximen Kiakia. Mais pourquoi s'agit-il du manoir Xu? C'est simple, l'auteur ne peut tout simplement pas utiliser les vrais noms pour les personnages. Alors Ximen veut dire Xu, c'est bien ça? Un citoyen dit de regarder. Elle a le même visage que la femme du livre. Ximen Kiakia. C'est Ximen Kiakia. Même si elle porte des habits, ils pourraient tous la reconnaître. Face à une telle situation, la jeune fille s'est évanouie, ce qui inquiète tout son entourage. Une barre de métal qui servait à maintenir le parasol tombe devant les civils. Ceux-ci n'en reviennent pas. C'est exactement comme dans le scénario du livre. L'ex-femme de Shenlong, quant à elle, est en train de tousser du sang tant son organisme s'en est vu affecté. Celle-ci se relève en rassurant ses proches qu'ils apportent le livre. Elle compte le lire en détail. Xu Qianqian et Xu Guangyun se sont calmés et ont consulté le boudoir secret de Ximen. Ce Shenlong a encore recommencé ses manigances. Il a créé des histoires fausses à partir de l'identité de Zhu Wenhua. Leur manoir Xu a invité Monsieur Zhu à tous les événements littéraires auparavant, ce qui rend tout le scénario crédible. Il va être difficile de démentir ses propos. Le sort de Zhu Wenhua importe peu, mais le problème est que ce livre est tellement addictif. Même si la fille déteste l'admettre, elle s'est retrouvée complètement aspirée par sa lecture. Ce livre deviendra extrêmement populaire sans aucun doute jusqu'à être considéré comme un classique de la littérature. Mais le problème est qu'elle, Xu Qianqian, y soit représentée comme... La porte d'entrée est ouverte violemment. L'homme avance tout droit, faisant même tomber le paravent. Il ne parvient plus à contenir sa colère. Alors sa main gifle violemment son épouse, qui est restée figée dans l'incompréhension. Pourquoi n'a-t-elle pas tué ce Shenlong quand elle en avait l'occasion? Pourquoi l'avoir laissé vivre? Le père, qui se trouve juste à côté, reste silencieux. La fille finit par se ressaisir et le regarde avec sérieux. Elle demande à son cher monsieur Zhang si la seule chose qu'il peut faire en voyant sa fiancée blessée est d'exprimer sa colère contre elle. Est-il vraiment un incapable à ce point? Évidemment, cela ne contribue qu'à accroître sa rage. Alors il cogne encore plus fort, ce qui laisse un cratère au sol. L'époux regrette tellement. Pourquoi n'a-t-il pas tué cet enfoiré plus tôt? Pourquoi ne pas avoir assassiné ce sale rat? Mais une main se place sur ses épaules. Xu Qianqian demande à Zhang Jin de se calmer, mais son esprit est encore perturbé. C'est pourquoi il répond seulement partir pour voir son père. Dans la cité de la préfecture de Nujiang, au sein du grand manoir administratif, le mari est parti consulter le préfet, son père. Celui-ci vient d'achever sa lecture du boudoir secret de Ximen. Cet ouvrage est écrit à la perfection. Ce jeune homme est extrêmement talentueux. Il est difficile de croire qu'un tel chef-d'œuvre ait pu être écrit par un garçon si jeune. C'est impressionnant. Zhang Jin pense que son père a pu saisir la situation en le lisant. Souhaite-t-il le faire bannir complètement? Oui, cette œuvre nue à leur image. Mais l'homme imagine que son fils n'était pas au courant de ceci. Un livre banni gagne encore plus de popularité. Il peut forcer son interdiction, mais cela sera contre-productif. La seule façon de totalement faire disparaître cette œuvre est de tuer Shenlong. Et pour ce faire, il faut détruire la cour de Xuanwu. Vont-ils vraiment laisser ce sale enfoiré ruiner la réputation de Xu Qianqian? Leur famille deviendra la risée aux yeux de tous. Et alors, le père explique être seulement une lame aux mains de l'empereur. Un représentant catégorique et strict. Il n'aspire pas à devenir un ministre de renom et à rester dans l'histoire. La réputation ne signifie rien pour eux. Son fils doit se souvenir de leur seul et unique but. Renverser la cour de Xuanwu et faire complètement disparaître cette famille d'aristocrates vieille de plusieurs siècles. Zhang Jin lui assure avoir compris, qu'il fasse en sorte que son mariage paraisse parfait. Cet événement servira d'échauffement pour que la faction d'assaut du nouveau gouvernement s'en prenne à Xuanwu. Il doit étendre sa pensée et ses horizons. En se laissant influencer par Shenlong, il en oublie leur objectif principal, qui est le manoir d'Erl. Compris? A-t-il frappé Xu Qianqian? Le fils se rend compte que son père a même deviné ça? Cela ne joue pas en sa faveur. Son entourage n'a pas dû apprécier. Alors après son retour, il devra réfléchir à ses actes. Le jeune maître demande de pardonner sa naïveté. Après cette discussion, le fils est retourné à l'extérieur, d'humeur pensive. Du moment qu'ils peuvent éliminer la cour de Xuanwu, père pourra devenir le gouverneur de Yangzhou seulement à partir de ses accomplissements. Cependant, les centaines de milliers de pièces d'or que possède la famille Xu sont indispensables. L'ennemi ne pourra être réduit au silence qu'avec l'argent. Pour l'instant, il peut seulement placer le problème que représente Shenlong de côté et se concentrer sur l'assaut de la cour. Voilà
la véritable priorité. Pendant ce temps, dans le manoir de Xuanwu, Shenlong vient d'écrire de nouveaux noms sur sa liste de cibles à abattre. Zhu Wenhua et Zhu Lanting. Le garçon s'adresse à sa tendre épouse. Pourquoi les noms de ses ennemis sur le mur cessent de s'accroître au lieu de décroître? Il venait tout juste de barrer Tian Hang, mais en a rajouté de nouveaux directement après. Quand est-ce que ce cycle de vengeance prendra fin? Quand pourra-t-il enfin vivre heureux et en paix? Jin Mulan s'empresse de l'encourager, en disant que les ennemis de son mari sont les siens aussi. Au sein de son esprit, le garçon demande à son épouse de cesser d'être si parfaite. Il risque de perdre la bataille de l'amour entre eux. Shenlong pense que le banquet de ce soir n'aura pas pour intérêt de célébrer l'engagement de son ex-femme et Zhang Jin, mais plutôt de servir de diversion pour attaquer Xuanwu. Tous ceux qui lui font face devront en subir les conséquences. Shenlong leur fera tous payer. La servante Xiaobing attire son attention. Sa seigneurie souhaite le consulter. Ah, d'accord. Même si Shenlong est confiant, le comte de Xuanwu subit une immense pression. Le jeune héritier offre ses salutations. 3 invités inattendus se rendront au banquet de Zhang Jin et Xu Qian. La première personne est Tang Yun, le jeune maître de la cour du nord de Jinhai. Il y a eu de nombreux conflits entre Jinhai et Xuanwu, mais ils ne concernent que l'ancienne aristocratie. Cependant, il s'est sûrement allié avec la faction du nouveau gouvernement. Le second invité est Nangon Ping, le second jeune maître du marquis Zhenbei. Nangon Hao, le marquis de Zhenbei, était un général de renom au sein de l'état de Yue, le commandant de l'armée du Nord. Il a toujours été politiquement neutre, se plaçant entre l'ancienne aristocratie et la faction du nouveau gouvernement. Mais il a tout de même envoyé son propre fils au banquet de Zhang Jin. Le troisième invité est celui que le comte de Xuanwu redoute le plus, l'envoyé de la banque de Yin Yuan. Il s'agit de l'une des banques majeures de la dynastie Yan, contrôlant une richesse astronomique et menant des opérations à travers plus d'une douzaine de pays. Yin Yuan est enraciné dans la vieille aristocratie depuis plusieurs siècles, et maintenant, ils assistent aussi au mariage de Zhang Jin. Et encore plus important, la banque de Yin Yuan était le plus grand créancier de leur manoir d'Erle. Autrement dit, c'est envers eux qu'ils sont principalement endettés. Voilà la situation. Jin Zhuo a tout expliqué à Shenlong. La cour de Xuanwu est entourée par de nombreux dangers, et cela l'a vraiment rendu fatigué. Tout ce qui se trame devant ses yeux le laisse de plus en plus perplexe. Il ne peut s'empêcher de penser que le plafond au-dessus d'eux est sur le point de s'effondrer. C'est pourquoi le père pense que Shenlong ne devrait pas se rendre à la cérémonie de mariage. Mais le garçon le rassure. Il sait ce que Zhang Chong et les autres préparent. Ce qui choque ses interlocuteurs. Afin de vivre confortablement dans le luxe et la prospérité, Shenlong se place souvent dans les bottes de Zhang Chong et creuse dans son imagination pour trouver un moyen de détruire leur propre manoir d'Erle. Alors il sait déjà très bien comment les choses se dérouleront. Le chef de famille est énervé par son comportement. Qu'il soit plus spécifique, quelle est la chose que la cour de Xuanwu craint le plus? Premièrement, l'isolation en étant considérée comme l'ennemi du monde entier. Voici le manoir d'Erle, référé en tant que Xuanwu. Le vicomte Lan Shan s'est déjà rangé avec le nouveau gouvernement. Le comte de Jinhai a aussi rejoint les nouvelles forces pour éliminer notre vieille famille. Et durant tout ce temps, la personne sur qui nous pouvions compter était le marquis de Zhenbei. Cet homme a sous ses ordres 2000 soldats privés et possède un domaine de 300 mètres carrés. Même s'il est devenu marquis à travers sa réussite militaire, il est devenu étrangement distant de la vieille aristocratie comme nous. Mais il est quand même resté pacifiste car sa position est similaire. Mais maintenant, à travers les manigances de Zhang Chong, le marquis de Zhenbei s'est peu à peu rapproché de la faction du nouveau gouvernement, faisant pencher la balance en leur faveur. Le résultat est que Xuanwu en est devenu la plus grande des vieilles aristocraties de la province de Tiannan, ce qui nous laisse complètement exposés face à l'expansion du nouveau gouvernement. Ce stratagème fut sans doute établi par Zhang Chong depuis bien longtemps, mais ce n'est pas comme si le manoir d'Erle n'avait pas de contre-mesure. Mais Shenlong répond qu'en réalité, le plan d'action de Zhang Chong n'est qu'une feinte. Ce qu'il souhaite est de voir le manoir d'Erle investir toutes ses ressources stratégiques en le marquis de Zhenbei, dans des efforts pour regagner ses faveurs. Mais Shenlong ne compte pas agir selon le plan ennemi. Le marquis de Zhenbei n'a qu'à faire comme bon lui semble. Le voir se comporter de manière si aléatoire est suffisant pour le considérer comme un ennemi. La prochaine étape de Zhang Chong sera de réduire à néant nos ressources financières. Le manoir d'Erle est déjà affecté par des dettes astronomiques
astronomique et face à une crise financière. Les conséquences seraient inimaginables. Après avoir complété les 2 premières étapes de son plan, si Shenlong était Zhang Xiong, il se serait focalisé sur la 3e, qui est la bataille de l'île de Jinshan, afin de complètement éliminer la cour de Xuanwu. Ses proches écoutent sans voix. Si le jeune héritier ne se trompe pas, l'empereur établira bientôt un décret qui déterminera le possesseur de l'île de manière permanente. Zhang Xiong et Zhurong se sont préparés pour la bataille de plus de la moitié d'une année. Perdre complètement l'île sera inévitable pour nous. Une fois l'avoir complètement perdu, nos créanciers demanderont à récupérer les îles collatérales basées sur notre incapacité à rembourser les dettes. Et notre île collatérale est celle de Wangia, qui malheureusement représente plus de 60% du revenu annuel de notre manoir d'Erle par ses ressources de sel et de fer. Si les créanciers souhaitent récupérer ce territoire en demandant l'intervention de l'empereur, il sera difficile de ne pas l'abandonner. Si les choses se trament ainsi, alors la chaîne financière de Xuanwu sera complètement rompue. Nous devrons alors dissoudre notre armée et vendre nos terres. Lorsque cela arrivera, nous ne serons plus que des loups sans crocs et nous serons découpés par n'importe qui. Autrement dit, la clé de la victoire ou de la défaite entre nous et Zhang Xiong réside dans la bataille pour l'île de Jinshan. Perdre Jinshan signifie perdre la 2e île de Wangia, ce qui réduira notre armée et fera disparaître nos terres. Récupérer Jinshan est la clé de la victoire, ce qui permettra d'étendre nos forces militaires et nous renforcer encore plus. À présent, les dés sont jetés. Le père comprend enfin l'ampleur de la situation. Il s'agit donc du point crucial lors duquel l'ennemi passera à l'action. Shenlong vient de lui faire l'expérience d'une illumination. Le docteur est bouche bée. Est-il parvenu à établir une telle analyse avec si peu d'informations? Y a-t-il vraiment des gens si intelligents dans ce monde? Maintenant qu'ils ont identifié Jinshan en tant que moment clé, la bataille pour cette île n'est plus seulement contre le comte de Jinhai, mais aussi contre Zhang Xiong, Zhurong et même la présence cachée de l'empereur. Ils vont faire face à de multiples factions. Durant la bataille pour Jinshan, il y a encore 2 points que Shenlong n'a pas pu résoudre. Une fois les avoir corrigés, la victoire sera garantie. Jinzhuo, en train de soupirer, avoue à Shenlong qu'il n'aurait pas dû rejoindre leur manoir d'Erle. C'est du gâchis pour son talent. Il aurait dû à la place servir le monarque directement. Pas besoin, Jin Mulan est sa reine. Personne ne peut l'égaler, que ce soit au lit comme ailleurs. Mince, sa langue a fourché. Ce type n'est pas juste un pote, c'est le père de sa femme. Pour changer de sujet, Shenlong demande pourquoi le père de son cher père ici présent a emprunté tant d'argent par le passé. C'est car il a employé une armée de 3000 personnes, avec une flotte entière. Tout ça pour que les forces soient complètement annihilées. Pardon? Qu'est-ce que l'ancien gérant de cet endroit foutait? Sérieux? C'est un niveau d'expansion que seul un pays pourrait supporter. Est-ce vraiment raisonnable pour un simple comte d'aller si loin? Pas étonnant que Jinzhuo n'a toujours pas pu rembourser la dette après 20 ans d'économie. Le père avoue être inquiet à l'idée que Shenlong se rende au banquet. Ils vont tous lui tomber dessus. Même s'il est un héritier incroyable, il sera compliqué de gérer la situation face à tant de monde, non? Le garçon demande s'ils vont l'attaquer. Probablement pas. Dans ce cas, ce n'est pas un problème. Et puis, s'il ne peut pas les réduire à l'embarras total lors de cette soirée, l'ennemi pensera que la famille Jin est facile à maltraiter. Pour une raison qu'il ignore. Il est tellement impatient que ses mains en tremblent. Ah, d'ailleurs, cher père, une personne de la banque Yin Yuan devrait lui rendre visite d'ici à peu près 45 minutes. Il doit acquiescer et accepter peu importe ses dires. Tout ce qu'il doit retenir est que ce type racontera n'importe quoi. Le comte est encore une fois très perturbé. Va-t-il être capable de prédire l'arrivée d'une personne qu'il ne connaît pas précisément à la minute? Pense-t-il être un genre de divinité? 45 minutes plus tard, à l'entrée du manoir, un garde annonce au maître qu'un invité noble du Nord vient d'arriver. C'est la banque Yin Yuan. Il est vraiment venu pile maintenant? Comme Shenlong l'avait prédit, une personne est venue visiter. L'envoyé a informé le comte qu'il viendrait assister au mariage de Zhang Jin, mais a aussi clarifié le fait que leur position n'a pas changé. L'homme explique qu'il y a une douzaine de vassaux dans la dynastie Yan tout entière, avec aussi des centaines d'anciens aristocrates. Leur intérêt profondément enraciné les rend complètement incapables d'agir autrement qu'en faveur du manoir d'Erle. Au sein de son esprit, Jinzhuo demande pourquoi ils seront au banquet dans ce cas. Qui pense-t-il pouvoir berner? Shenlong a dit qu'il fallait confirmer tous ses dires, qu'il fallait traiter toutes ses phrases comme si c'était du charabia et ne pas gâcher du temps à débattre avec ce type. C'est pourquoi il répond comprendre et exprime ses remerciements. Lors du soir de l'événement tant attendu, le mariage de Xuqian et Zhang Jin, à l'entrée de la salle du banquet, des regards sont surpris. Cette personne est vraiment élégante. De qui s'agit-il? Il provient de la famille Jin. C'est Shenlong. Waouh, ce type est vraiment béni par les dieux. Son apparence est encore plus rayonnante
imposante que celle des femmes nobles. Avec ce léger changement d'accoutrement, Shenlang compte devenir le prince inatteignable aux yeux de Xu Qianqian. Cela sera une conséquence cruelle de leur relation passée au destin tragique. Une voix féminine s'adresse à son chéri. Compte-t-il voler la vedette des hôtes de cette cérémonie? Le garçon sait à quel point il est beau, et cela pourrait peut-être même mettre une grande pression à sa femme adorée. Mais elle peut être rassurée, en se basant exclusivement sur son apparence. Elle est digne d'être son épouse, qu'elle ne se rabaisse pas et ne se sente pas inférieure. À la place, elle devrait révéler sa beauté et son charme de première classe. Les talons foulent le sol. Jin Mulan! Elle est si charmante! La femme confirme les propos de son mari. Elle le soutiendra autant que possible, tout en gardant son calme, afin de ne pas lui faire honte. En voyant sa silhouette parfaite avancer devant leurs yeux, les citoyens pensent que même Zhang Xunyuan ne pourrait pas rivaliser avec elle. Jin Mulan, la dame du manoir d'Erle, la cour de Xuanwu, ainsi que Monsieur Shen viennent d'arriver. La foule s'écarte pour les laisser passer et les guider à l'intérieur. Ces gens qui les observent, il y a de l'hostilité dans leur regard. Une femme accourt en hurlant avoir enfin trouvé son amour. Oh, comme on pouvait s'y attendre. La dame explique qu'ils ont passé une nuit si fantastique à Lanshan récemment. Elle n'oubliera jamais ce moment de tendresse. Shenlang a même dit qu'elle est tellement meilleure au lit que son épouse. Comme quoi sa femme est comme immobile et manque de romantisme lorsqu'ils le font. Mais qu'en comparaison, son humble personne le faisait se durcir comme jamais. Il a aussi mentionné le fait que sa femme pouvait voir d'autres hommes et le tromper. Jin Mulan se retient de la tuer ici même. Elle n'avait jamais vu de femme aussi détestable. Un étrange collier est brandi. Il s'agit d'une serrure de longévité. Cela provient d'une tradition ancienne chinoise pour porter chance aux enfants, afin de leur apporter longue vie et prospérité. Shenlang lui avait promis de la garder en tant que maîtresse en dehors de la ville de Xuanwu. Il lui a même donné ça. Elle attendait sa venue le soir depuis plusieurs jours, mais il n'est jamais venu. Pourquoi? Elle tient la serrure de longévité que son père lui avait confiée durant son enfance. Mais Shenlang l'a accidentellement laissée au manoir de la famille Xu. Celui-ci appelle donc Jin Hui, avant de lui expliquer en détail son idée. L'homme part en acquiesçant. La femme n'arrive pas à croire qu'il soit sans cœur à ce point. Ne se rappelle-t-il pas de ce que Jin Mukong et lui ont fait ce jour-là? Elle ne pouvait même plus se lever du lit pendant 3 jours. En plus, il n'a même pas payé. Il a profité d'un repas gratuit à sa maison et l'a fait à 7 reprises avec elle. La femme ajoute qu'elle avait ses règles la journée suivante, mais il ne s'est pas retenu. Les gens autour pensent que ce type est vraiment un pervers. Et dire qu'un noble comme lui était en réalité un tel crasseux. Shenlang demande à cette chère dame le montant qu'il lui devait ce soir-là. Elle fait habituellement payer la moitié d'une pièce d'argent par nuit. Mais comme lui et Jin Mukong l'ont fait ensemble avec elle, et qu'elle avait en plus ses règles le lendemain, elle demande 5 pièces d'argent. D'accord, Shenlang lui donne 10 pièces d'or à la place. En déduisant les 5 pièces d'argent qu'il lui doit, il reste 195 pièces d'argent sur tout ce montant. Elle doit offrir ses services 390 fois pour gagner cette somme, n'est-ce pas? La femme confirme et remercie Shenlang. Le garçon demande à Jin Hui de les amener. Des gens portant des habits déchirés se rapprochent. Ce sont des mendiants qui attendaient à l'entrée pour récupérer des restes après la cérémonie. L'héritier annonce que cette femme est en libre service. Les mendiants le remercient. Ils ne pensaient pas pouvoir être si chanceux un jour. Mais la femme appelle seulement à l'aide. Les gardes lui bloquent le passage. Shenlang a déjà payé pour eux. Elle devrait maintenant faire sa part des choses et les servir. Mais au sein de son esprit, elle pense qu'elle en mourra à coup sûr. C'est pourquoi elle dit ne pas pouvoir faire ça. La femme hurle à ce monsieur de venir l'aider. Il est pourtant celui qui leur donnait de diffamer Shenlang. Mais celui-ci répond à cette traînée qu'il ne la connaît pas. Il est le majordome de la famille Xu et ne sait pas de quoi elle parle. Shenlang comprend mieux. Cet homme est derrière ce petit numéro. Par le passé, il l'accusait sans cesse pour tout et rien. Le majordome ajoute que son maître participera au banquet d'aujourd'hui. Alors il ne la punira pas pour cette fois. Qu'elle dégage de sa vue. La femme hurle le nom d'Ergu. Il l'a approché l'autre jour et lui a demandé de diffamer Monsieur Shen. Et a même tiré davantage de ça pour dormir avec elle plusieurs fois. Ne s'en rappelle-t-il pas? Ils proviennent pourtant du même village. Dans ce cas, Shenlang n'a pas dormi avec elle, c'est ça? Évidemment que non. Elle ne l'avait jamais rencontré auparavant. Le majordome d'Exu l'a embauché pour faire ça. Il a même voulu payer pour lui faire croire qu'elle lui avait refilé la syphilis, mais elle a fini par refuser. Son interlocuteur demande aux gardes de la dégager d'ici, avant
de s'éclipser, mais Shenlong l'interpelle, ce qui le fait s'arrêter surpris. Monsieur Shen provient de la famille Jin. Il n'a aucun droit de se mêler avec les affaires de la famille Xu. Les gens pourraient penser que le manoir d'Erl agit avec la prétention de toujours avoir le contrôle de la ville. Alors maintenant, au revoir. Mais le garçon demande d'attendre. Le majordome ajoute que cette femme mentait. Alors s'il souhaite porter plainte, il devra s'adresser directement au seigneur de la ville. La famille Jin n'a pas le droit de faire appliquer la loi d'elle-même. Pour simplifier, il ne peut rien faire contre lui. Alors, ciao. Il se fiche bien du fait que Shenlong ait pu marier la fille du comte. Il ne peut toujours rien faire quant au fait d'être diffamé. Sa vie est si géniale. Il peut persécuter Shenlong sans même être puni. Le garçon fragile dit à sa femme qu'il y a trop de mauvaises personnes ici. Ces gens veulent tous le voir mort. Alors mieux vaut rentrer. D'accord, ils vont partir dans ce cas. Les invités du manoir d'Erl s'en vont. Devant le regard de Zhang Jin surpris. Comment sont-ils censés mettre en place leur plan pour assiéger la famille Jin si Shenlong s'en va? Ils ne peuvent pas partir juste comme ça. C'est pourquoi le mari de son ex-femme s'interpose en signalant que le banquet n'a même pas encore commencé. Pourquoi partir si vite? Parce que quelqu'un le veut mort. Alors il restera seulement si Zhang Jin brise ses jambes. Cet enfoiré le fait exprès. Il ne voulait pas partir. Il a seulement agi comme ça pour le piéger. Comme c'est machiavélique. L'homme interpelle le majordome. Comment peut-il oser faire un pot de vin à une femme de rue pour diffamer Shenlong? Que les gardes l'emmènent. Le coupable demande pardon. Le chef de la famille Xu pense qu'il vaudrait mieux éviter. Zhang Jin répond qu'il s'agit de son banquet. Et quelqu'un ose le ruiner pour des raisons personnelles. Qu'est-ce que les invités pourraient penser en voyant qu'il ne les punit pas? Qu'il soit plaqué au sol et que ses jambes soient cassées. Alors que le jugement se prépare, le majordome hurle qu'il a toujours été loyal envers ses maîtres. Il n'oserait jamais les trahir. Mais Shenlong les interrompt. Qu'y a-t-il maintenant? Le garçon dit qu'ils n'ont pas besoin de se fatiguer. Il va s'en charger personnellement. Ce qui terrifie le majordome. Le bâton est levé avant de heurter violemment les jambes du malheureux. La victime crie au même titre que Shenlong. Attends, pourquoi celui qui frappe crie aussi? Le jeune marié demande à Jin Mulan de venir l'aider. Il a bougé trop vite et a fait craquer son dos. Mais c'est quoi ce bordel? Son dos fait peut-être mal, mais ses jambes sont cassées. Cette mauviette de Shenlong a crié plus fort que lui. Des mains sont posées sur son dos pour administrer un massage. Ah, c'est beaucoup mieux maintenant. Que les gardes ramènent le majordome au manoir et lui fournissent un docteur. Que les servantes nettoient le sol. Shenlong, qui s'est remis de ses grands efforts, est en train de s'étirer. Cette fois, il est le gagnant de la confrontation. Puisque cette petite affaire est réglée, place au banquet. Zhang Jin et Xu Qianqian s'occupent de saluer les invités, jusqu'à ce que ce soit au tour de Shenlong et sa femme, Jin Mulan. L'ex-femme de son mari demande comment se porte le comte de Xuanwu. L'invité répond que père va bien et la remercie pour prendre de ses nouvelles. Cette charmante ex-femme s'amuse à l'ignorer. Dans ce cas, Shenlong va participer à son jeu. Le garçon demande à sa chérie si elle a apporté l'argent avec elle. Celle-ci acquiesce. La bourse lui est alors donnée. Quel genre d'homme serait-il sans la payer pour lui avoir tenu compagnie durant 3 mois? Voici son argent. Elle peut librement vérifier. Même un coup d'un soir peut mener au grand amour. Ils ont été ensemble pendant 3 mois et l'ont fait au moins 200 fois. Cette femme dehors faisait payer la moitié d'une pièce d'argent à chaque fois. Xu Qianqian mérite au moins 1000 fois ce montant. Voici 50 pièces d'or, ce qui équivaut à 1 millier de pièces d'argent. Elle peut tout compter. Oh, il faut aussi qu'il donne une compensation pour ses jours de règles. Mais il n'a pas assez sur lui. Devrait-il lui faire une facture? Face à une telle provocation, Zhang Jin est à 2 doigts de l'étrangler sur place. Mais Xu Qianqian les invite seulement à rentrer. Elle et Madame Jin mangeront tranquillement ensemble un peu plus tard. En partant, Zhang Jin lui jette un regard de mort. En surface, Xu Qianqian était polie envers Shenlong et Jin Mulan, mais elle s'est arrangée pour que le couple du manoir d'Erl s'assoie à la 9e table. Les gens de la famille Jin auraient dû s'asseoir à une meilleure place. Son objectif était d'embarrasser Shenlong et Jin Mulan en public. Il y avait en effet des hommes puissants dans ce banquet, mais la famille de Xuanwu devrait être mieux traitée. Shenlong ne peut certainement pas laisser sa femme être humiliée de la
sortent. Des gardes annoncent l'arrivée du jeune maître de la cour Jin Hai, ainsi que de celle de l'envoyé du gouverneur. Quoi? Tang Yun est également ici? Les témoins ont entendu dire que l'envoyé est un homme très puissant. Voici Zhu Wubian, le neveu de Zhurong, le fils du général Zhou Lin et l'envoyé de l'empereur. L'autre est Tang Yun, le jeune maître de Jin Hai, étudiant en écriture et en épée. Il est classé 3e dans l'examen métropolitain de cette année et 4e dans l'examen impérial final de l'année. Le regard de Shen Lang croise celui de ce jeune maître. Face à une potentielle concurrence, il s'empresse de demander à Jin Mulan qui est le plus beau entre deux. Celle-ci répond sans hésiter que c'est son mari. En voyant son chéri tout joyeux, Jin Mulan ne peut s'empêcher de soupirer avec bienveillance. Tang Yun provient d'une famille noble. Un tiers des gens présents à la cérémonie sont venus le saluer. Le reste ne peut que souhaiter avoir l'honneur de pouvoir s'adresser à lui. Liu Wuyan, le seigneur de la ville de Xuanwu, était aussi un étudiant, mais il ne pouvait que regarder les autres lui parler. Un homme dit à Monsieur Tang Yun que cela fait plusieurs fois depuis la dernière fois qu'ils se sont vus à la capitale. Comment se porte-t-il? Cette personne est Li Wenzhang, un élève de renom de la ville de Xuanwu. Shen Lang s'est fait gronder par son professeur de nombreuses fois. Et durant ces punitions, l'enseignant ne cessait de comparer sa médiocrité avec l'excellence de Li Wenzhang. Cet élève et Tang Yun ont participé à l'examen impérial final ensemble. Il a été classé second à l'âge de 28 ans, ce qui est très impressionnant pour la ville de Xuanwu. Li Wenzhang possède aussi des droits internationaux d'inspection, ce qui signifie qu'il a beaucoup de pouvoir, si bien que même le préfet se doit de le respecter. Les derniers invités de renom sont Nan Gonping, le second fils du marquis de Zhenbei, et Shu Tingyu, le représentant de la banque Yin Yuan. À présent, tous les individus puissants sont rassemblés. Comment se déroulera cette cérémonie? Le banquet a commencé une fois que tous les invités se sont assis. Jin Mulan demande à son mari s'il pense que ces gens vont encore tenter quelque chose. Shen Lang répond à sa chérie de regarder. Le nom que le garçon a écrit est Wang Lian. Alors le prochain à attaquer sera Wang Lian? En effet, ce sera la deuxième étape. À l'entrée de la salle, la personne dont il est question vient d'apparaître. Shen Lang avait donc raison! Zhang Jin signale qu'il est en retard. Il devra boire 3 verres en tant que punition. Wang Lian et Zhang Jin étaient amis par le passé, mais ils semblent amicaux aujourd'hui. Ils se sont sûrement alliés. L'officier bourré passe à l'action. Il demande directement à Jin Mulan pourquoi elle l'a rejeté. A-t-elle oublié la promesse qu'ils avaient faite? Ils ont juré de rester ensemble sous l'arbre d'osmante lors de la nuit du festival d'automne. Ne s'en rappellent-elles pas? Ils ont passé une nuit ensemble et ont convenu de vivre tous les deux heureux pour le reste de leur vie. Comment a-t-elle pu le larguer? La femme ne comprend rien à ce qu'il raconte. Il a abandonné sa chance de participer à l'examen métropolitain pour rester un simple secrétaire de la ville de Xuanwu juste pour elle. Il a tout laissé pour elle. Pourquoi l'avoir rejeté avant de marier cet enfoiré à la place? Ce type commence sérieusement à lui taper sur les nerfs. Shen Lang demande à son épouse de se calmer. Il réglera tout ce qui la concerne en 1 heure. Et pour ce qui est de ce type, il mourra. Les gens autour ne pensaient pas qu'une femme si noble puisse être infidèle. Ce pauvre Shen Lang semble avoir choisi la mauvaise personne pour se marier. La femme remarque que son mari semble concentré. Pourquoi est-il en train d'écrire le nom des gens autour? Tout simplement car il reviendra les voir un jour. Ceux qui ont osé calomnier sa femme ne demandent qu'à mourir. Le banquet vient seulement de commencer. Comment cet idiot de Wang Lian a pu se retrouver aussi bourré? Zhang Jin va l'accompagner jusqu'à sa place. Le mari de son ex-femme ne peut s'empêcher de rire. Shen Lang l'a bien cherché. Ils ne peuvent pas l'attaquer directement, mais peuvent encore ridiculiser sa femme. Alors, est-ce que ça lui plaît? De nouveaux noms sont marqués. Son mari vient de marquer le nom de Li Wenzhang. C'est pourquoi Jin Mulan demande s'il sera le prochain à les attaquer. Exact. Il tentera même de le tuer. Tous ces gens semblent bien préparés. Pourra-t-il tenir le coup? Mais le garçon demande à sa chérie si elle se rappelle des invités qui sont venus visiter le mois dernier. Oui, ils sont venus consulter le docteur. Exactement. Peut-elle comprendre ce qu'il sous-entend? Sa chérie répond qu'elle lui fait totalement confiance de toute façon. Si ces gens osent lui faire du mal, elle les tuera tous. Une voix remercie tout le monde d'être venu à son banquet de mariage. Il est temps de déguster. Tous les invités félicitent le nouveau marié. Certains ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Cet événement est l'occasion de prendre des nouvelles. Quelqu'un demande si les valeureuses personnes ici présentes ont entendu parler du livre merveilleux publié
publié récemment, ça y est, ça commence. Il est difficile de ne pas le remarquer. Il s'est propagé à travers les préfectures de Yangwu et Nujiang. Il est même devenu populaire dans la province de Tiannan. Cet ouvrage traite beaucoup de problèmes sociaux tout en racontant des histoires si intéressantes. Le lire fut très amusant. Sont-ils au courant? Son auteur, Monsieur Sal, est assis avec eux aujourd'hui. Sérieux? Où se trouve-t-il? Un homme se tenant debout réagit au signal. Monsieur Sal et Shenlong de la cour Xuanwu. Ces types sont de très mauvais acteurs. C'était bien joué, Monsieur Shen. Sa partie favorite était les poèmes. Ils sont tous brillants. Surtout celui qui dit que tout ce qui passe finit par revenir. La justice a de longs bras. Quelle magnifique citation! Monsieur Shen est un écrivain si talentueux! Wang Lian finit son verre avant de taper sur sa table en soupirant. Ce type devrait avoir honte! Il lui vole ses poèmes en plus de sa femme! L'officier affirme l'avoir écrit. Tout ça pour se faire plagier. Il n'est que le mouton noir du monde académique. Zhang Jin pense qu'il est impoli de ne pas renvoyer la balle. Ils ont préparé 3 étapes plus destructrices les unes que les autres. Il est clair que cet incapable ne pourra que se rendre devant son génie. Les témoins ont du mal à comprendre. Est-ce que cet auteur de génie pourrait vraiment commettre un tel crime? Un vieil homme affirme que Shenlong est son élève. Même s'il n'était pas prometteur, l'accuser de plagiarisme est inacceptable. Wang Lian ne peut pas l'accuser sans preuve valable. Ce vieil homme est Din de l'Institut Hanshui, l'équivalent du principal d'une école. Des preuves, l'officier en a. Qu'il regarde ceci! Il s'agit de sa rédaction lors de l'examen du pays il y a 8 ans! N'est-ce pas suffisant? Cette épreuve est le premier niveau de l'examen impérial pour le titre d'étudiant. Seuls ceux qui réussissent peuvent participer à l'examen académique, et c'est en réussissant le second que le titre d'étudiant est octroyé. Cela est un prérequis pour participer à l'examen de la ville et obtenir le titre de diplômé. Même si cette première évaluation n'est pas difficile, elle reste officielle et légitime pour l'Empire. Tang Yun consulte le document. Liu Wuyan confirme qu'il s'agit bien d'un vrai document. Les sceaux officiels de la préfecture s'y trouvent. De plus, son style d'écriture ne peut pas être imité. Si Li Wenzheng a bien suivi, Wang Lian aurait déjà écrit ce poème lors de son examen il y a 8 ans. Exactement. Les gens autour admiraient vraiment Shenlong, mais qui aurait pu penser que ses écrits soient plagiés? C'est inacceptable! Le professeur signale que Shenlong et lui ne se connaissent même pas. Comment aurait-il pu copier son œuvre? Wang Lian explique que lorsque ce type s'était blessé, il a eu pitié de lui en venant personnellement à sa maison pour corriger ses devoirs et l'aider dans ses cours. Mais il ne pensait pas que ce cancre puisse être si mal intentionné. Il en a profité pour voler son travail. Comme c'est outrageant! Est-ce vrai? Le garçon s'essuie durant un instant, avant de demander à avoir le papier d'examen de Wang Lian. Comment une personne sans qualification académique pourrait être autorisée à toucher un tel document? Le seigneur de la ville le pose sur sa propre table. Il n'a qu'à l'observer depuis son emplacement. Alors ce type pense que Shenlong ne peut pas le voir d'ici. Activation de la vision spéciale. Cette attention aux détails est impressionnante. Tous ces caractères proviennent bien de l'écriture de Wang Lian et datent d'il y a 8 ans. Tous ces mots ont été découpés à partir de ces différents écrits, avant d'être artificiellement réorganisés. Il ne s'agit que d'un ensemble de mots fragmentés. Il a ensuite embauché l'imprimeur le plus talentueux afin de coller le nouvel arrangement de mots, en utilisant un papier extrêmement transparent. Le plus impressionnant est que cette nouvelle couche de papier fut pelé de la zone vide d'une calligraphie vieille d'il y a 8 ans, afin que les traces du temps soient encore présentes. L'homme affirme que cette preuve est irréfutable. Qu'a-t-il à dire pour sa défense? Cet élève incapable! Il était déjà inutile dans l'institut de Hanshui auparavant. Le professeur ne l'avait pas supporté et l'a renvoyé chez lui. Durant cette période, il était encore innocent. Mais le voir devenir célèbre alors que tout son soi-disant travail ne provient que de plagiat fait honte à tous ses anciens camarades et professeurs. Wang Lian reprend un verre cul sec, avant de demander s'il pourra répondre à ça. Une femme ne pense pas que Shenlong ait pu plagier quoi que ce soit. C'est purement une coïncidence, non? S'il pouvait écrire de nouveaux poèmes pour prouver son talent, ça devrait le faire. Tous les gens autour sont impatients de pouvoir observer ce grand maître en action. L'ex-femme de Shenlong, Xu Qian, rigole intérieurement. Shenlong est fort lorsqu'il s'agit de prouver son innocence. Mais cet idiot de Wang Lian ne ruinera plus ses efforts pour le discréditer. Car maintenant, tout le monde est son ennemi. Li Wenzheng pense qu'il devrait se mesurer aux nombreux élèves ici présents sur le domaine de la poésie. L'élève de renom va lui donner un sujet. Si son œuvre surpasse celle des autres apprentis, alors cela prouvera qu'il n'est pas juste un copieur. Qu'en pense-t-il? Il est l'auteur
l'auteur du boudoir secret de Ximen. Alors le thème du poème sera le secret. Maintenant que l'épreuve improvisée commence, un verre est posé. Shenlong demande pourquoi il devrait s'abaisser à écrire pour eux. Ont-ils les qualifications pour concourir contre lui en poésie? Un apprenti répond qu'il n'a même pas de titre. Ses propos ne font aucun sens. Alors ils font les malins pour avoir passé des examens scolaires. Quel en est l'intérêt? Ils devront travailler en tant que servants civils pendant des années, avant de pouvoir enfin devenir seigneur de cité suite à d'innombrables efforts. Être capable de devenir préfet serait déjà un grand accomplissement pour eux. Mais en quoi devenir qualifié après la cinquantaine est important? Ils ne pourront même pas apprécier la gloire et la richesse. Leur femme ne sera pas belle, leur maison et leurs servants seront disponibles trop tard, à un âge où le succès ne vaut plus rien. Pour ce qui est de son cas, il vit dans un grand manoir avec des dizaines de servantes. Les habits brodés qu'il porte valent plusieurs centaines de pièces d'or. Son épouse est la fille du comte de Xuanwu, la plus belle femme de la préfecture de Nujiang, avec une beauté inégalée et des compétences d'arts martiaux. Ses ennemis le regardent sans se prononcer. Qu'en est-il de leur cas? Shenlong possède tout ce qu'ils pourraient rêver au sein de leur misérable existence. Même les choses qu'il ne pourrait pas imaginer seraient faciles à obtenir pour lui. Alors qu'ils lui disent en quoi ce minable pourrait ne serait-ce que lui adresser la parole, qu'il se souvienne de ceci. Ils ne sont que des témoins sans importance, de simples membres de la foule. En comparaison, c'est presque comme si le banquet était organisé rien que pour lui. Tous ces gens autour lui accordent tant d'attention, si bien qu'ils en ont oublié les hôtes de la cérémonie. Cette situation est si agréable. Tous les PNJ autour se retiennent de pleurer. Pourquoi ce type est si énervant? Écrire des poèmes pour prouver son honneur, serait-ce un genre de blague, cher Xuqian Qian? À l'époque, il n'était qu'un membre du tiers-état. La famille Xu aurait pu le briser n'importe quand, alors il devait faire de son mieux pour prouver son innocence. Mais pourquoi devrait-il faire ça maintenant? Wang Lian est à deux doigts d'exploser. Jin Mulan remarque son inattention, alors elle lance un projectile d'un mouvement de doigt qui atterrit pile dans son verre. L'officier boit encore une fois l'intégralité du contenu. Si ce Shenlong est encore un homme, qu'il admette sa tentative de plagiat en face de sa femme! Le jeune héritier utilise sa vision pour analyser son organisme. Ce pauvre Wang Lian ruine sa propre vie paisible en devenant le pion stupide de quelqu'un d'autre. Personne ne peut insulter son épouse! Les hallucinogènes de Shenlong peuvent causer des visions avec seulement une faible dose. Ceux-ci font avouer des vérités aux personnes qui l'avalent à grande quantité, et la dose que lui a fait ingérer Mulan est suffisante pour ça. Wang Lian a tellement bu que la substance a rapidement fait effet. L'officier repart en affirmant avoir honte de connaître un type aussi détestable que lui. C'est tellement satisfaisant. Shenlong ne peut même pas répondre. Mais l'homme remarque un phénomène étrange, comme si un doux parfum l'entourait. Pourquoi a-t-il l'impression de voguer? Est-il bourré? Non, le plaisir de la victoire doit le rendre heureux, c'est tout. Shenlong demande s'il le diffame avec des mensonges. Oui, Shenlong, il ne fait que raconter des bêtises pour le discréditer. Ce qui choque tous les gens de cette pièce. A-t-il plagié son poème? Non, il ne ferait jamais ça. Pour être honnête, même s'il est très court, son contenu est bien trop parfait pour qu'il ait pu y penser. Dans ce cas, qui a demandé de faire tout ça? C'est le seigneur de la ville, Liu Wuyan. L'homme demande pardon! Zhang Jin fait passer un message à ses acolytes. Ceux-ci demandent à l'officier de les accompagner calmement, mais une personne se lève. Ce n'est autre que Jin Mulan qui, de sa figure élégante, leur demande de bien vouloir le laisser finir de parler. Liu Wuyan ne cesse de lui donner des ordres et lui faire des tâches ennuyeuses. Mais sait-il à quel point il l'a rendu cocu? Wang Lian a dormi avec sa concubine pas moins de 8 fois. Elle a dit qu'il ne pouvait pas durer plus d'1 minute, mais lui demandait de simuler pendant 15 pour qu'il se sente comme un homme. Le seigneur en appelle aux gardes, qu'ils sortent Wang Lian d'ici. Les hommes armés s'avancent d'un air décidé, mais les guerriers du manoir d'Erle s'interposent. Allons, allons, pourquoi interrompre la fête si vite? Le document est saisi. Shenlong pose une question à Wang Lian. Comment a-t-il forgé ce papier d'examen? Il s'agit clairement de son évaluation d'il y a 8 ans. Mais pourquoi son poème s'y trouve? Quel garçon perspicace!
L'officier a récupéré ses caractères à partir de ses vieux écrits. Ensuite, il a trouvé le meilleur soudeur pour les coller sur le papier de l'épreuve avant d'utiliser une couche des plus transparentes pour marier le tout. Savait-il que la couche du dessus provient d'un tableau vieux d'il y a 8 ans? La dernière étape était de faire cuire quelques heures à feu doux et... Tada! Wang Lian était choqué en voyant le réalisme de son œuvre. Son stratagème était parfait et Shen Lang mourra bientôt. Le garçon demande comment il a pu accomplir tout ça. Tout ça aurait dû lui appartenir. La cour de Xuanwu devait être sienne. En mariant la famille Jin, Wang Lian et son oncle auraient pu contrôler le pouvoir financier du manoir d'Erle. Lors de la future mort du comte, ils auraient mis Jin Mukong de côté et son fils serait devenu le nouveau comte de Xuanwu. Mais lui, impitoyable voleur, a tiré avantage de la situation en tuant son oncle Xu Wenzhao. C'est pourquoi l'officier souhaite se venger. En le diffamant, la faction du nouveau gouvernement acceptera son enrôlement et ils l'aideront lors du prochain examen impérial. Zhang Jin avait déjà préparé un plan contre Shen Lang. Tout est fini pour lui. Maintenant, Jin Mulan devrait le marier et reconnaître sa valeur. Shen Lang comprend mieux. C'est ce qu'on appelle dire la vérité en étant bourré. Zhang Jin ne pensait pas que Wang Lian pourrait être assez fou pour utiliser des méthodes si cruelles pour se venger, et dire qu'il a même tenté de s'accaparer le crédit de son poème. Le seigneur Liu Wuyan rétablira certainement la justice pour lui, qu'il fasse un rapport à la capitale. Wang Lian verra ses honneurs retirés et sera puni de 20 pièces d'or, qui devront être données à la victime Shen Lang. Le mari de son ex-femme demande s'il est satisfait de cette punition. Bien sûr. Que Wang Lian soit amené hors d'ici afin qu'il décuve. Notre protagoniste pense que l'accusé de plagiat n'était pas si grave, mais il est impardonnable qu'il ait pu agir à l'encontre de son épouse. C'est pourquoi il mourra, et non pas sans souffrance. Il souffrira dans la misère et l'humiliation. Wang Lian fut escorté par des soldats sur quelques rues, avant d'être kidnappé par des hommes masqués. De retour à la cérémonie, Shen Lang explique que le seigneur Li Wenzhang souhaitait le voir écrire un poème sur les secrets plus tôt pour avoir une compétition avec les apprentis, mais il a refusé car il n'était pas au niveau pour pouvoir lui faire face. Zhang Jin, qui l'observe de loin, se demande quand Shen Lang a pu devenir si distingué. Ces types sur la table d'à côté ne tiendraient pas une seconde contre lui en poésie. Mais puisque le seigneur Li Wenzhang a proposé un thème, le jeune artiste ne peut pas s'empêcher de produire un poème. Il a une réputation à maintenir. C'est pourquoi il va concevoir un poème en 7 étapes. Le titre de celui-ci est « Non, chérie ». Le jeune héritier débute la récitation. À l'intérieur, à l'extérieur, le liquide rouge en sort. À l'intérieur, à l'extérieur, encore à l'intérieur, à l'extérieur. Elle crie et je souris. Voici le secret dans le boudoir de Ximen. Un verre est brisé. Zhang Jin n'en peut vraiment plus. Il va buter ce type! Où sont donc ses applaudissements? Son poème n'était donc pas assez bien? Dans ce cas, Shen Lang va chanter pour eux. Oh Ximen Kia, mon vieil amour, ma femme rose offrant ses lèvres roses, drainant toutes les gouttes de mon corps au beau milieu de la nuit. La fille concernée est à 2 doigts de craquer. Le garçon fait remarquer à Xu Qianqian que du liquide rouge sort de ses lèvres. N'apprécie-t-elle pas sa prestation? Il peut chanter un autre morceau. Mais en voyant Zhang Jin s'approcher, Shen Lang dit à Jin Mulan que tout compte fait. Ils n'ont pas vraiment l'air d'apprécier ses poèmes et sa musique. Mieux vaut rentrer. Sa chérie répond qu'elle a pourtant adoré. Autant retourner au manoir. Elle souhaite encore entendre ses chansons. Mais une voix annonce que Shen Lang n'ira nulle part. Mulan remarque que c'est Li Wenzhang. Son mari avait raison. Est-ce que Tang Yun sait quelle est la chose la plus ridicule à propos de ce jeune héritier? Il agit toujours comme un clown lorsqu'il est au bord de la mort. La rébellion de Shen Lang vient d'être prouvée. Que les gardes l'emmènent de force à la capitale. Le couple se voit aussitôt encerclé. Enfin, le piège qu'il a mis en place vient d'attraper quelqu'un. Cet étudiant de renom n'est maintenant plus qu'un vulgaire outil. Il mourra sans faute. Le garçon s'empresse de consulter le seigneur Li Wenzhang. Qu'a-t-il bien pu faire? Comment pourrait-il être au bord de la mort? Non seulement lui, mais aussi la famille Jin sont condamnés. Madame Jin Mulan devrait savoir que ses proches sont impliqués dans cette affaire. Et d'ici quelques jours, l'empereur enverra un inspecteur de grade argent pour investiguer la cour de Xuanwu. Qu'on lui apporte un pinceau et de l'encre. L'élève de renom se met immédiatement à tracer. Nourrir les âmes, entremêlées dans l'étreinte de l'amour, initiant la passion
enflammant les cœurs. Jamais le voyage de l'amour ne provoquera une chasse éphémère. Prince de l'amour, son toucher peut soigner, tuer tous les doutes, les cœurs il scellera. La bénédiction du paradis, un amour réel. Shenlang aurait-il oublié? Ce poème provient de son livre. Il a écrit une malédiction destinée à la famille Jin à l'intérieur. Les lettres initiales de chaque vers forment la phrase. Le paradis tue le prince Jin. Est-ce réel? À quoi cet héritier pouvait bien penser? La malédiction apparaît dans le livre de Shenlang vendu dans la ville de Xuanwu, mais ne se trouvait pas dans la version distribuée à Lanshan. Ce n'est donc pas un accident. L'auteur a délibérément ajouté ce passage. Les témoins pensent que pour avoir fait ça, il va certainement mourir d'ici peu. Le nom du prince Jin est Ning Jin. Il est le fils adoptif de l'empereur de l'état de Yue. Son surnom était à l'origine Sha, et il était le prince de l'état Nanu, un petit pays situé au sud de l'état de Yue avec une population d'1 million de personnes. Son emplacement est critique, car il sert de zone neutre entre l'état de Yue et les barbares. Il y a 20 ans, l'état de Yue a connu une grande guerre avec les barbares, et les troupes d'élite de Nanu ainsi que leur empereur ont servi d'avant-garde, mais sont malheureusement morts au combat. L'empereur de Yue, frappé par le chagrin, a pris le prince à la couronne de Nanu âgé de 9 ans en tant que fils adoptif. Jin veut dire manche, représentant la fraternité entre Yue et Nanu. Le premier mémorial à propos des nouvelles lois de l'état de Yue était aussi écrit par Ning Jin. Autrement dit, aux yeux de tout le monde, le contenu caché du boudoir secret de Ximen écrit par Shenlang sous-entend que ce prince se donnera la mort. Li Wenzheng hurle que le prince Jin a écrit ce mémorial il y a 10 ans. Était-il vraiment obligé de le maudire dans ce poème? Ce n'est qu'un monstre! C'est une attaque organisée et préméditée. En tant qu'inspecteur, il se doit d'effectuer une enquête pour trouver qui se cache vraiment derrière ce qu'il laisse croire. Que les gardes le neutralisent! Jin Mulan est prête à riposter. Le diplômé pense qu'il est trop tard pour Madame Jin Mulan de se distancer de Shenlang. Mais ne pense-t-elle pas qu'il serait mieux de montrer une attitude coopérative? Même Li Wenzheng ne peut pas résister au charme de cette femme, qui est la plus belle de la ville de Xuanwu et même de toute la préfecture de Nujiang. Cependant, il ne pourra jamais la marier car il travaille pour l'empereur et doit se tenir du côté opposé de l'ancienne aristocratie. Mais au sein de son esprit, aucun homme ne peut avoir la femme qu'il ne peut lui-même obtenir. Jin Mulan répond que son mari et elle ne font qu'un, alors il ne devrait pas se faire de fausses idées. Dans ce cas, elle n'aura qu'à lui rendre visite à la prison de la capitale. Que cet homme soit arrêté, qu'il soit enchaîné et escorté de force. Un simple mouvement d'épée suffit pour briser une table en deux. Sa femme doute fort que les choses finiront ainsi. Shenlang demande à Li Wenzheng s'il souhaite entendre son objection. Est-il très proche du prince Jin? L'année dernière, dans la capitale, le prince est venu féliciter sa majesté pour son anniversaire et il a eu l'honneur de le rencontrer. Grâce à son appréciation, ils ont parlé durant quelques jours tout en échangeant poésie et prose, formant une amitié durable. Alors il aurait rendu visite au prince et a même entretenu des conversations secrètes avec lui. Comme c'est audacieux. Pardon? Qu'entend-il par conversation secrète? Serait-ce encore un coup monté à ses yeux? Non, Shenlang connaît bien le contenu de son livre. Le jeune héritier répond avec assurance qu'il est bien celui qui a écrit ce poème. Que le traître soit arrêté! Mais Jin Mulan brandit son épée et repousse ses opposants d'un enchaînement majestueux. Comment cette femme peut oser défendre un rebelle? Le badge d'inspecteur est montré. Le représentant officiel en appelle au seigneur Liu Wuyan et au général Zhang Jin. En tant que membres de l'état de Yue, ils ont pour responsabilité d'éliminer les traîtres. L'inspecteur leur ordonne de mobiliser toutes les troupes et immédiatement capturer Shenlang ainsi que les autres membres de la rébellion. Tous ceux qui s'y opposent seront tués sans merci. Les deux individus confirment. De multiples bruits de pas se rapprochent. Il s'agissait du signal que tous les soldats attendaient. À présent, qu'ils se rendent sans faire d'histoire. Le seigneur Liu Wuyan demande au seigneur Li d'accepter ce tali du tigre, une preuve d'autorisation des généraux de la Chine antique permettant de mobiliser les troupes. Jin Mulan est peut-être forte, mais peut-elle vaincre la centaine de personnes ici? Elle et la famille Jin sont foutues! Shenlang pense que Li Wenzheng n'est qu'un idiot. N'a-t-il pas réfléchi à la raison pour laquelle il a changé ce poème en particulier? Que Jin Mulan et Shenlang soient neutralisés, et que tous ceux qui résistent soient tués! Mais Shenlang annonce que l'empereur de Nanu se rebelle, ce qui choque tous les gens autour, à l'exception de ses acolytes. A-t-il perdu l'esprit? Le prince Jin est le fils adoptif de sa majesté ainsi que le mari de la princesse de Ningluo. Pourquoi se rebellerait-il?
il? Il devait le faire car son plan consistant à empoisonner la princesse a échoué. Shenlong a préparé ce piège dans son livre et a attendu sa proie. Et cet idiot est tombé en plein dedans. Li Wenzheng a conspiré avec l'empereur de l'état de Nanu à travers des discussions secrètes jour et nuit. Ces actes font partie de son plan, n'est-ce pas? C'est pourquoi le jeune héritier annonce que tout est fini pour lui, qu'il rentre chez lui pour rendre visite à sa mère avant que sa mort n'arrive. Mensonge! Pourquoi le prince Jin ferait ça? Même Li Wenzheng n'était pas au courant. Tout ça est un peu compliqué. L'ancien empereur du pays de Nanu est mort au combat car l'état de Yue a refusé d'aider. Il semblerait que Shajin était favorisé par l'empereur de Yue, mais lors de son retour à l'état de Nanu, les représentants officiels ont seulement écouté la princesse Ningluo. Shajin est donc devenue une simple poupée. C'est pourquoi le prince a passé de nombreuses années à se battre pour regagner la plupart de son pouvoir. Sa dernière étape était de tuer Ningluo. La princesse a cru avoir une maladie étrange, alors elle est venue à la cour de Xuanwu pour visiter le grand docteur Han Zaishi. Shenlong a lui-même participé au traitement de la princesse. À la vue de ses spasmes, de sa douleur abdominale, de son anémie, de sa nausée, de ses vomissements et de sa fièvre, ce sont les symptômes typiques d'un empoisonnement. Mais Shenlong n'était pas confiant quant au fait de pouvoir la soigner totalement, alors il l'a seulement laissé prendre du lait avec quelques médicaments pour en excréter lentement le contenu. La princesse Ningluo est restée au manoir d'Erle pendant 2 jours avant de retourner à la capitale, puis est repartie à l'état de Nanu. C'est seulement après que les espions de la famille Jin ont confirmé les récentes disputes entre Shajin et la princesse Ningluo que Shenlong a décidé de les utiliser en tant que dernier atout. Il a pris la décision de recommencer l'impression des 3000 livres pour en arriver jusqu'à ce dénouement. L'homme est à 2 doigts de tomber. C'est impossible! Shenlong est encore en train de diffuser des rumeurs, hein? Il refait ses tours de passe-passe! Cela n'ajoutera que de l'huile sur le feu. La famille Jin connaîtra une fin plus tragique à chacune de ses tentatives. Qu'est-ce qu'ils attendent? Il faut l'arrêter! Il finira bien par avouer après avoir assez souffert en prison. Pas besoin d'être pressé, Seigneur Li. Le prince Jin s'est rebellé il y a 4 ans et les nouvelles sont déjà parvenues à la capitale. L'information arrivera ici dans 2 jours au maximum. Le seigneur de la ville fait signe et tous les soldats s'en vont, laissant la pièce silencieuse. Un serviteur demande au seigneur Zhang Jin ce qu'il devrait faire ensuite. Le banquet continuera. Ils vont attendre jusqu'à confirmer la véracité de sa déclaration. 8 heures, 10 heures, minuit. Shenlong demande ce que Li Wenzheng pense du silence de Zhang Chong. Il est sûrement plus intelligent que cet élève de renom. Mais pourquoi est-ce lui qui fait tant de raffus? Après tout, le seigneur Li est la fierté de la ville de Xuanwu. Ses parents ont travaillé dur pour faire de lui un étudiant talentueux. Mais pour être si infidèle envers son peuple, peut-être qu'ils ne pourront que voir la mort inévitable de leur enfant. L'homme demande en quoi il est si fier? Ce ne sont que des spéculations infondées. Lorsque tout sera révélé, Shenlong finira exécuté devant tout le monde en tant qu'avertissement pour les autres. La famille Jin, vieille de plusieurs siècles, sera détruite à cause de lui. Jinzong effectue un rapport urgent provenant de la capitale. L'empereur de Nanu a pour intention d'assassiner la princesse Ningluo et massacrer les représentants de l'état de Yue. L'élève est resté immobile 1 seconde. Shenlong devra arrêter ses blagues. Ça ne le fait ressembler qu'à un clown. Mais le rapport est confirmé par un homme de main de Liu Wuyan, au même titre que celui de Zhang Chong. Alors c'était vrai? Le principal concerné s'est écroulé et son visage se décompose. Shenlong a enregistré tous ses dires à propos de la conspiration de Shajin. Son père jugera ses crimes au tribunal et il mourra. Li Wenzheng n'est pas loin de s'évanouir. Alors, qui d'autre? Il s'agit là de sa 3e victoire d'affilée. Personne ne semble se porter volontaire. Shenlong imagine qu'il est juste invincible. Le jeune héritier se doit de s'excuser. Son adversaire n'avait pas le même appui social que lui. Quelle est la différence entre élève et inspecteur? Les deux ne restent que des outils de toute façon. Pour les gens originaires de milieux humbles, la moindre erreur peut s'avérer fatale. Mais en ce qui concerne son propre cas, il a pu trouver un quotidien facile plus tôt dans sa vie. Le garçon se rapproche de la table de Zhang Jin. Beaucoup de choses se sont passées cette nuit, alors il n'a pas eu le temps de le féliciter pour son mariage. Même si lui et Xu Qianqian se sont séparés, ils ont tout de même partagé le même lit. Alors voici l'édition limitée en couleur du boudoir secret de Ximen. Les images proviennent directement de ses souvenirs charnels avec elle. Le jeune héritier lui offre un cadeau en espérant qu'il puisse l'aider à vivre heureux avec sa compagne. Qu'il ne discrimine pas Xu Qianqian juste parce que Shenlong l'a déjà utilisé auparavant. Malgré son caractère, elle reste une bonne fille, alors il doit la chérir. La femme aimerait juste arracher les entrailles de son corps et les donner en pâture aux cochons.
Zhang Jin remercie Monsieur Shen pour son merveilleux cadeau. Il s'excuse par ailleurs de ne pas avoir pu le divertir durant cette soirée. Le garçon demande s'il reste quelque chose à faire ici. Quelqu'un souhaite encore le tuer. Il peut attendre sur place jusqu'à ce que Zhang Jin agisse par lui-même. Mais visiblement, plus personne ne semble vouloir se frotter à lui. Le mari enlace donc le bras de sa compagne. Puisque plus personne ne souhaite l'attaquer, il va simplement partir. Les deux mariés viennent de quitter la cérémonie. Phew, il est enfin parti. Personne? Vraiment? Alors, au revoir, hein? Mais Xu Qianqian pense qu'il en a assez fait. Qu'il dégage! Après que le banquet fut terminé, Shenlong et les autres sont retournés à la cour de Xuanwu vers 4 h du matin. Monsieur et Madame Jin étaient encore réveillés. Ils ont reçu la nouvelle du bazar causé par Shenlong il y a déjà longtemps. La mère le félicite pour sa performance. En entendant ce qu'il s'est passé au banquet, elle est à la fois effrayée et excitée. C'est vraiment un honneur pour la famille Jin d'avoir marié Mulan à un homme comme lui. Jin Mukong s'approche pour lui faire un câlin, mais Shenlong peut déjà deviner ses intentions. Il aimerait savoir si l'autre auteur du boudoir secret était mentionné et si des gens l'ont félicité, hein? En effet, malheureusement, ce n'est pas le cas. Le garçon demande pourquoi. Il a travaillé sur la transcription du livre entier jusqu'à ce que ses mains souffrent de crampes. Le docteur pense que Shenlong est incroyable, au même titre que la servante Xiaobing. Mais le frère pense que ce n'est qu'un hypocrite. Il avait dit que le talent pouvait compenser la mocheté. Shenlong pense qu'il est dommage de ne pas avoir pu se friter avec Zhang Chong. Mais Jin Zhuo répond que cet homme est sournois. Il n'est pas facile de le gérer. C'est pourquoi il est amplement satisfait avec ce qu'il a déjà accompli. Le père dit qu'il a fait du très bon travail, alors il devrait se reposer et le laisser gérer le reste. Le garçon acquiesce. Il va sûrement passer une épreuve de force avec sa majesté. Le garçon qui se retourne vers sa chérie l'invite à aller dormir, ce qui la fait rougir instantanément. L'après-midi suivant, Wang Lian se réveille soudainement. Mais où est-il? Attends, cela semble être le manoir secret dans lequel son oncle lui avait donné... Aïe, tout est tellement flou. Que s'est-il passé la nuit dernière? A-t-il trop bu? L'homme ne se rappelle de rien. Heureusement, ses blessures ne sont pas si douloureuses. Mais maintenant qu'il s'en rappelle, il est vrai que Shenlong est foutu. Et il en est de même pour la cour de Xuanwu. L'officier a accusé Shenlong de plagiat. Et il n'a rien pu faire pour s'expliquer. Shenlong est maintenant un membre de la faction du nouveau gouvernement. Obtenir la position de diplômé sera du gâteau. Shenlong? Pourquoi est-il ici? Comment est-il encore en vie? Le garçon hurle à Wang Lian qu'il est une personne horrible. Rien ne serait arrivé s'il ne s'était pas allié à Zhang Jin. Ce qui fait rire l'officier. Il devrait se regarder dans un miroir. Un pitre comme lui n'est pas assez bon pour une femme telle que Jin Mulan. C'était amusant, mais le garçon va cesser de le taquiner. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais attends, comment savait-il qu'il dormait ici? Shenlong lui rappelle que personne ne survit après l'avoir offensé. Il se fiche des accusations de plagiat, mais s'en prendre à la réputation de Jin Mulan est impardonnable. Il comptait le faire mourir de manière unique, mais Dieu semble avoir de meilleurs plans pour lui. Est-ce que cet idiot a perdu l'esprit? Alors il continuera toujours de se la péter même au bord de la mort? Mais Shenlong demande à Monsieur Wang pourquoi il a une marque de dents sur la jambe. Est-ce qu'un chien l'a mordu? L'homme vient de le remarquer. En plus, il y en a une autre sur son cou. Mais l'officier répond de dégager. Il part voir un docteur. Shenlong le laisse passer volontiers, car dehors, des gardes du manoir de Xuanwu l'attendaient. Pourquoi y a-t-il des soldats de la famille Jin ici? L'héritier demande s'il a vraiment oublié ce qu'il s'est passé la nuit dernière. Shenlong va donc lui rafraîchir la mémoire. Il a affirmé avoir rendu Liu Wuyan cocu. Ah, attends, non, impossible, tout est fini, personne ne va l'aider, il va vraiment se faire tuer. Shenlong souhaitait le tuer en personne la nuit dernière, mais il s'était déjà fait mordre par 2 chiens errants sur le chemin. Il imagine que c'est sa punition. Avoir raconté des bêtises sur sa femme la nuit dernière est inacceptable. Il ne sera pas pardonné. À cause de l'alcool, il n'a pas pu ressentir la douleur la nuit dernière. Alors cette expérience va se reproduire. Wang Lian dit qu'il doit vraiment voir un docteur, qu'il le laisse partir. Mais l'héritier ordonne de l'enfermer dans la maison avec les chiens affamés. Autant dire que le dernier quart d'heure de sa vie ne fut pas le plus agréable. Dans le manoir de la préfecture de Nujiang, Zhang Jin avoue à son père que leur plan pour assiéger le manoir de Xuanwu fut un échec. C'est pourquoi il s'excuse. Alors c'était vraiment une conspiration
inspiration. Zhang Chong a remarqué le poème de Shenlang depuis un moment, mais cela ne lui a pas fait sauter sur la même conclusion que les autres. Il a directement pensé à la possibilité d'une rébellion. Il a donc envoyé 3 groupes sans attendre. Le premier s'est rendu au manoir du gouverneur, le second à la capitale, et le troisième dans l'état de Nanu. Zhang Chong a tenté de confirmer encore et encore si le prince allait vraiment se rebeller, mais n'a pas pu obtenir l'information exacte. C'est pourquoi il a donné la machette à Li Wenzhang, en ne s'impliquant pas directement. Comment un type insignifiant comme lui a pu connaître le secret du prince Jin? Il a même pris une décision rapide en tendant un piège dans son propre livre, si bien que Zhang Jin est presque tombé dedans. L'homme demande de lui raconter tous les détails de la nuit dernière. Zhang Jin a expliqué la soirée dans son entièreté. Son fils affirme avoir été totalement vaincu par Shenlang. Il est prêt à accepter toutes les punitions. Non, sa réaction était correcte. C'est juste que son ennemi est trop sophistiqué. Le perdant de la confrontation peine à trouver les mots. Tant mieux pour Shenlang. Cela fait bien longtemps que Zhang Chong n'a pas rencontré de jeune si prometteur. Non seulement il est talentueux, mais est aussi sage et sans pitié. Quel dommage qu'il fasse partie de la famille Jin. S'il travaillait pour lui, le préfet est persuadé de pouvoir le faire devenir ministre en 10 ans. Zhang Jin demande à son père s'il devrait tuer Shenlang pour lui. Il n'y arrivera pas. Cet héritier ne lui laissera pas cette chance. D'ailleurs, a-t-il déjà dormi avec Jin Mulan? D'après les dires de leurs espions, ils semblent intimes à l'extérieur, mais n'ont jamais vraiment fait l'acte. Est-ce que père voudrait qu'il parte chercher sa sœur? Zhang Chong souhaite la voir approcher Shenlang dans le but de dormir avec lui. Mais qu'en est-il de Zhu Wenhua? L'homme répond qu'il ne s'est jamais marié à Xunhua. De plus, il est normal pour les filles de se sacrifier pour le futur de leur famille. Les talents sont très précieux de nos jours. S'ils peuvent obtenir un diamant tel que Shenlang, offenser Zulanting n'est pas bien grave. Mais dans ce cas, devrait-il continuer d'assiéger la cour de Xuanwu? Pourquoi ne pourrait-il pas? Ils vont seulement faire une trêve, puisque le prince Jin, qui a écrit les nouvelles directives, a manigancé une rébellion. Zhang Chong a pensé que le comte de Xuanwu soumettra un testament à l'empereur pour contredire le nouveau décret. Le préfet a donc déduit que le premier mémorial demanderait à l'empereur de réprimander le prince Jin, ce qui ferait perdre la face du souverain. Ensuite, le second testament concernera la participation de Li Wenzhang dans ce complot. La famille Zhang paiera grande attention au choix de l'empereur. Si Li Wenzhang est exécuté, cela veut dire que les nouvelles lois sont suspendues. Dans le cas contraire, elles continueront, et la réforme sera d'autant plus intense. Zhang Jin demande pourquoi l'empereur ne calmerait pas les conflits d'ancienne aristocratie. Pourquoi accélérerait-il les nouvelles lois? Son père émet l'hypothèse que le souverain pourrait demander aux vieux nobles de transférer leurs troupes afin d'anéantir la rébellion dans Nanu et décimer les armées privées. Même si cela est risqué, il pourrait certainement gérer la situation dans les deux cas, non? Le fils réalise maintenant qu'ils n'ont pas de réels alliés ni opposants. Tout est question de savoir jouer les bonnes cartes sur la bonne table. Au même moment, dans le manoir d'Erle, le premier mémorial vise à accuser le prince Jin de rébellion. Le second vise à dénoncer Li Wenzhang, l'inspecteur aux habits d'argent, et demande justice en guise d'exemple aux autres complotistes. Le premier écrit sera certainement approuvé, mais la clé sera le second. Si l'élève de renom est exécuté, cela veut dire que les nouvelles lois sont suspendues. Sinon, le nouveau décret entrera en vigueur et sera appliqué de manière radicale. Monsieur Jin est-il certain de vouloir les soumettre? Ce serait aller contre la volonté de l'empereur. Après quelques secondes de réflexion, le comte confirme d'un regard déterminé. Tout ce qu'ils possèdent maintenant provient du travail acharné de leurs ancêtres et non de la famille Ning. Comment pourraient-ils laisser leurs ennemis se servir? Jin Zuo a beau ne pas être un homme puissant, mais il se doit de garder les biens de la famille. Le comte a beau être conservateur, je ne pensais pas le voir se ranger contre l'empereur. Suivre les directives du souverain n'apporterait pas de grands bénéfices à notre situation actuelle. Alors je suis d'accord avec les décisions de Monsieur Jin. Shenlang le rassure, il a toujours un coup d'avance déjà préparé. Et celui-là est extrêmement cruel. Dans le bureau de Zhang Chong, le préfet demande si elle a lu le livre. En effet, elle l'a lu 10 fois et peut en réciter chaque mot. Souhaite-t-il l'entendre réciter un passage? Zhang Xunhua, la fille de Zhang Chong, la plus belle femme de la préfecture de Nujiang, est le talent numéro 1 en ne comptant pas Jin Mulan. La façon dont tu me touches envoie des frissons à travers mon corps. Tes yeux sont si chauds et provoquants, je sais que tu es mienne.
Notre amour est comme un brasier au sein de nos âmes, une flamme passionnée qui s'intensifie à chaque fois que nous nous rapprochons. Elle est une dame noble. Comment peut-elle réciter de tels poèmes? Mais il est celui qui a demandé. Père n'a donc pas connaissance de la prestance qu'elle dégage. Zhang Xunhua est parfaite aux yeux des gens. Elle est une femme gracieuse reconnue. Au sein de son esprit, le père pense que ses deux frères sont matures et obéissants. Mais pourquoi cette fille est si provocante et rusée? A-t-elle entendu parler de Shenlang, l'auteur de ce livre? La fille répond qu'ils sont âmes sœurs dans le livre et dans ses rêves enfouis. Zhang Xiong va être direct. Il souhaite qu'elle se rapproche de Shenlang, qu'elle fasse en sorte de le tirer vers leur camp si cela est possible. Il n'a pas encore consommé son mariage avec Jin Mulan et n'a aucun statut social. Alors cela voudrait dire qu'elle n'a pas à marier ce loser de Zhu Wenhua? Il souhaite donc la voir séduire Shenlang, hein? C'est totalement son type. La fille est partante. Le père dit d'attendre. Il est très sérieux. Elle doit saisir cette opportunité pour le contrôler et non donner son corps sans raison. Que père la laisse faire. Il est bon en politique, mais séduire un homme relève de son champ d'expertise. Un peu plus tard, une orange est pelée. Père devrait prendre quelques quartiers. Non merci. Oh, allez! Zhang Xiong finit par en prendre d'un air agacé. Oups! Elle a oublié de préciser qu'elle ne sait pas laver les mains après avoir nettoyé le caca des chiens. Qu'elle dégage d'ici! Il n'a pas à le lui dire 2 fois. Séduire ce petit gars, voilà une mission des plus intéressantes. Après le banquet de mariage, la ville de Xuanwu est devenue extrêmement silencieuse. Tout le monde attendait le décret de l'empereur, incluant Jin Zuo qui venait de soumettre son mémorial. Cela est également le cas de Zhang Jin, obéissant envers son père, ainsi que les autres forces. Shenlang a donc pu apprécier ses rares moments de repos. Mais en fait, il se fait juste chier. La voix de Jin Zong se fait entendre hors de la chambre. Dame Xunhua, la fille du préfet Zhang Xiong, souhaite rencontrer Monsieur Shen. Zhang Xunhua! Le garçon regarde sa femme inquiet, mais celle-ci sourit seulement d'un air rayonnant. Shenlang assure à sa chérie qu'il ne connaît pas cette Zhang Xunhua. Elle devrait le croire. Sa femme sait qu'elle est la plus belle fille ainsi que le plus grand talent de la préfecture de Noujiang. Tout est faux! Son sucre d'orge ne doit pas écouter les rumeurs! Seules ces 2 choses sont vraies, et ce sont les seules vérités. Pardon? Premièrement, il est le plus bel homme de ce monde. Cela n'est autre que la décision du Créateur. Sa beauté est irrésistible pour chaque mortel, ce qui lui apporte de nombreux soucis. Il doit souffrir d'une grande quantité de stress pour son jeune âge. Deuxièmement, sa compagne possède le bassin le plus fin et doux que le monde peut offrir. Il a vu d'innombrables bassins de femmes, et cela est la stricte vérité. Shenlang avoue à sa chérie que le bas de son corps le rend obnubilé, alors elle ne devrait pas le suspecter de quelconque tromperie. Elle est la pomme de ses yeux, en cet instant et pour toujours. Il jure que même lorsqu'il dort, son amour est la seule qui apparaît durant ses rêves. Mais sa femme gênée place sa main sur sa bouche pour le faire taire. Elle a compris. Shenlang en profite pour lui faire des papouilles. Ce qui l'a fait sursauter. Jin Mulan annonce qu'il est temps d'y aller. Allons rencontrer la soi-disant plus belle femme de la préfecture de Noujiang. En effet, Shenlang va la suivre. Zhang Xiong, serait-ce ton piège à miel? Pense-t-il que les choses seront si faciles? Il a vu d'innombrables femmes. Être séduit par une beauté factice serait ridicule pour lui. Quelques instants plus tard, l'expression de Zhang Xunhua reflète une immense surprise. Alors c'est elle! Le garçon est resté figé sur place, comme si le temps s'était arrêté, contemplant l'illustre beauté classée numéro 1 de la préfecture. Mais il essaie tant bien que mal de se rappeler que tout n'est que maquillage pour tromper son esprit. La fille se demande s'il est Shenlang. Il est encore plus attirant que ce que les gens disent. Jin Mulan est plutôt agacée par le comportement de son mari. La nouvelle venue demande à Mulan si leur dernière rencontre ne remonte pas à l'année dernière. Elle se sentait trop coupable pour oser lui rendre visite après son retour. La fille du comte demande ce qui l'amène ici dans ce cas. Elle a dit vouloir voir son mari. Ah, la domestique a du mal comprendre. Elle a dit vouloir rencontrer Monsieur Shenlang ainsi que son épouse. Elle a récemment obtenu une bouteille d'huiles essentielles extraites de la fleur du lotus des neiges. Il serait du gâchis pour Zhang Xunhua de l'utiliser elle-même. En y réfléchissant, elle est venue à conclure que seul Jin Mulan la mérite. C'est pourquoi son ami est venu la porter. Oh, vraiment? Plus tard, Jin Mulan a pris des nouvelles de Zhang Xunhua de manière
enthousiaste. La fille du comte n'est évidemment pas confortable durant les rassemblements sociaux, tandis que la fille du préfet est dans son élément. Tous ses mots et ses actes suivent l'étiquette à la lettre. En termes d'apparence, les deux se valent, mais Jin Mulan possède une meilleure silhouette. Lorsqu'il s'agit du charme, Zhang Xunhua est légèrement supérieure car plus à l'aise socialement. Mais c'est vraiment bizarre. Elle ne m'a pas adressé la parole depuis tout à l'heure. Peut-être ai-je trop réfléchi? Ne compte-t-elle pas me piéger? Jin Mulan demande si Madame Zhang a encore quelque chose à faire ici. Shen Lang pense que sa chère épouse ne devrait pas exprimer ses sentiments de manière si directe. L'invité répond que non. Son amie lui manquait énormément, alors elle est simplement venue prendre de ses nouvelles. Si Madame veut bien l'excuser. D'ailleurs, Zhang Xunhua annonce avoir écrit un poème l'autre jour. Devrait-elle apporter quelques suggestions? Jin Mulan ne sait pas grand-chose à propos de ce type d'œuvre. Cause toujours, tu m'intéresses. Madame Mulan ne devrait pas se montrer si modeste. Elle devrait écouter ses vers. D'accord, si elle insiste. Vois-tu, la nuit est le moment parfait pour notre union. Tu es celui qui fait rapidement battre mon cœur. À minuit, notre amour parlera de lui-même et nous nous embrasserons jusqu'au lever du jour. Alors, qu'en pense-t-elle? Honnêtement, Jin Mulan ne comprend pas trop ce qu'elle souhaite exprimer, mais c'est plutôt cool. Son amie la remercie du compliment et annonce lui rendre bientôt à nouveau visite. Pourquoi a-t-elle récité ce poème en face d'elle? Est-ce que ce serait un poème acrostiche? Le début des vers signifiait « Nous nous verrons au pont à minuit » lors du coucher de soleil. M'a-t-elle vraiment donné rendez-vous? L'emplacement n'est pas loin d'ici, mais l'heure précisée... Non, non, non! Mince, cette fille m'a presque fait hésiter! Je n'ai pas trahi ma femme, j'y ai juste réfléchi un instant! Je ne ferai rien avec elle même si je la rencontre en privé! Et même si on s'embrasse, rien ne va réellement arriver! Je suis Shen Lang! Comment une meuf si insignifiante pourrait me séduire? Je ne suis pas n'importe qui! Le garçon qui entre dans le bureau demande à sa chérie si elle le savait. Cette satanée Zhang Xunhua a tenté de le séduire! Il s'agit d'un poème acrostiche! Elle voulait un rendez-vous amoureux à minuit. Mieux vaut rester loin de cette femme. Mais quoi? Mulan est vraiment intelligente! Elle a remarqué la supercherie mais a voulu me tester! Heureusement, je ne suis pas tombé dans le panneau! Alors, n'est-il pas un gentilhomme loyal? Comment aurait-il pu remarquer cette information sans écrire le poème au préalable? Cela montre qu'il pense tout de même à cette femme. Mais Jin Mulan l'a seulement taquiné. Il peut oublier cette histoire. Sa femme adorée sait bien qu'il sera toujours loyal envers elle.